Tout au long de l'ère des dinosaures, les carnivores maintenaient la réputation d'être les plus violents, mais il existait un herbivore au crâne de 3 mètres dont les techniques de combat étaient si raffinées que les paléontologues ont trouvé des preuves de T-Rex tués par des perforations précises de cornes, révélant que le Tricératops était en réalité un gladiateur préhistorique. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez, car maintenant je vais tout vous raconter. As-tu déjà imaginé comment était le monde il y a 68 millions d'années? Penses-tu à ce que l'on pouvait voir, entendre et sentir chaque jour dans ce temps très ancien? Imagine un énorme animal avec un long corps puissant, 3 cornes très fortes sur la tête et une grande collerette en os autour du cou, marchant parmi d'immenses arbres et de hautes fougères. Cet animal n'était pas un monstre de conte, mais un vrai dinosaure, le Tricératops. Le Tricératops vivait sur la Terre vers la toute fin de la période appelée Crétacé. Cette époque était très différente d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de routes, pas de maisons, pas d'humains. Les animaux étaient gigantesques, les plantes étaient très abondantes et tout était sauvage. Le Tricératops parcourait les grandes plaines et les forêts qui recouvraient une grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Les paysages étaient variés, avec des rivières lentes, des marécages profonds, des arbres hauts et solides et de vastes prairies où poussaient beaucoup de plantes épaisses. Au temps du Tricératops, le climat était très chaud comparé à aujourd'hui. L'air était souvent humide, avec des pluies abondantes qui faisaient pousser la végétation partout. On pouvait trouver de grandes fougères, des cycas et d'autres plantes anciennes qui ne poussent presque plus aujourd'hui. L'ambiance était bruyante, remplie de cris d'animaux, du mouvement des feuilles, du bruit du vent et des pas lourds de dinosaures. Le Tricératops était un animal impressionnant par sa taille. Il pouvait atteindre 9 mètres de long, mesure qui équivaut à celle de plusieurs voitures mises bout à bout. Il pesait près de 12 tonnes, soit le poids de plusieurs hippopotames réunis. Son corps était large, court et supporté par 4 pattes très robustes. Sa queue, même si elle n'était pas longue comme chez d'autres dinosaures, aidait à garder son équilibre pendant la marche. Ce dinosaure vivait principalement en Amérique du Nord. Des fossiles de Tricératops ont été trouvés dans les régions qui sont aujourd'hui le Canada et les États-Unis, surtout dans les États du Montana, du Wyoming, du Dakota du Sud et du Colorado. Les scientifiques appellent ces endroits des sites fossilifères, car ils contiennent beaucoup de restes d'animaux anciens. Dans ces terres, autrefois très vertes et humides, le Tricératops trouvait ce dont il avait besoin pour survivre, beaucoup de plantes à manger et de l'eau fraîche. Mais le monde du Tricératops n'était pas sans danger. Il partageait son habitat avec beaucoup d'autres dinosaures, certains herbivores, mais d'autres très menaçants. Parmi eux se trouvait le terrifiant Tyrannosaurus rex, souvent appelé T-Rex. Le T-Rex était l'un des plus grands prédateurs de tous les temps, avec des dents longues comme des couteaux, un odorat très développé et beaucoup de force. Le Tricératops devait donc toujours faire attention à ne pas tomber sur un T-Rex affamé. Pourtant, le Tricératops n'était pas une proie facile, ni un dinosaure sans défense. Il avait un aspect vraiment particulier qui le différenciait de tous les autres animaux de son époque. Sa tête était gigantesque, faisant presque le tiers de la longueur totale de son corps. Sur ce crâne massif, il portait 3 cornes très solides, 2 grandes juste au-dessus des yeux et une un peu plus petite sur le nez. Ces cornes étaient très pointues, faites d'os très durs et pouvaient servir à la fois de défense et d'arme. Juste derrière ses cornes et ses yeux, le Tricératops avait autour du cou une grande collerette en os. Cette collerette, en forme de disque ou de demi-lune, ajoutait à sa tête déjà imposante une protection supplémentaire. La collerette couvrait le haut du cou et empêchait les crocs des prédateurs de blesser les parties vitales quand ils attaquaient par derrière ou sur le côté. Les scientifiques ont compris beaucoup de choses sur le monde du Tricératops grâce aux fossiles. Un fossile est ce qui reste d'un animal ou d'une plante après être resté enterré sous la terre pendant très longtemps, parfois des dizaines de millions d'années.
Les paléontologues, c'est-à-dire les spécialistes des animaux anciens, creusent la terre et extraient les os fossilisés avec beaucoup de précaution. En reconstituant ces os, parfois en laboratoires ou dans des musées, ils peuvent deviner la forme du dinosaure, comment il marchait, mangeait, dormait ou se défendait. Dans les régions où l'on trouve des fossiles de Tricératops, on trouve aussi beaucoup d'autres fossiles de plantes, de troncs fossilisés et même d'autres dinosaures. Ces découvertes montrent que le Tricératops vivait dans un environnement très riche et varié. Les scientifiques pensent qu'il se déplaçait sur de grandes distances, passant de la forêt aux prairies pour trouver de la nourriture et éviter le danger. Le Tricératops mangeait principalement des plantes, mais il ne choisissait pas n'importe lesquelles. Il choisissait les jeunes pousses tendres, les feuilles basses, les fougères et les branches faciles à atteindre. Son bec dur et pointu lui permettait d'arracher les plantes dures, tandis que ses mâchoires puissantes les broyaient complètement avant de les avaler. Ce régime alimentaire était bien adapté au milieu dans lequel il évoluait. Manger beaucoup de plantes de différentes sortes aidait le Tricératops à rester fort et en bonne santé, même quand certaines plantes venaient à manquer. Dans ce décor plein de vie et de danger, chaque journée était une nouvelle aventure pour le Tricératops. Il avançait lentement, la tête basse, toujours sur ses gardes. Il devait surveiller non seulement les grands prédateurs comme le T-Rex, mais aussi les autres Tricératops. Il arrive parfois que 2 Tricératops adultes se rencontrent et ne soient pas d'accord sur le partage d'un territoire ou sur la protection d'un petit. Alors, ils pouvaient se battre, se poussant avec la tête et les cornes, créant des combats impressionnants qui laissaient souvent des traces sur leurs os. Ces traces sont précieuses pour les scientifiques. Quand un crâne de Tricératops est découvert avec des marques profondes, des trous ou des fractures guéries, cela indique souvent un combat passé. On peut savoir si un animal a survécu à ces blessures ou non. On comprend aussi que la vie du Tricératops était dure et pleine de défis, même pour un dinosaure aussi fort. Les paysages dans lesquels vivait le Tricératops étaient également remplis d'autres animaux étonnants. Il y avait des petits dinosaures rapides qui couraient dans les fougères, des reptiles volants qui planaient au-dessus des arbres à la recherche de petits animaux, et encore d'autres herbivores géants qui mangeaient les branches hautes. Tous formaient un écosystème complexe, où chaque animal avait sa place, son rôle et ses difficultés. Le Tricératops, malgré sa taille et sa force, devait aussi faire attention à son équilibre et à son poids. Son corps massif lui donnait beaucoup de puissance, mais il ne courait pas très vite. Il se déplaçait lentement, avançant sûrement, sans bruit inutile. Sa peau épaisse, dure et recouverte d'écailles le protégeait des blessures et des morsures légères. Ses pattes épaisses étaient parfaites pour marcher dans la boue ou l'herbe mouillée, et il pouvait traverser des endroits très différents dans une même journée. La présence de fossiles de Tricératops permet aujourd'hui de reconstituer très précisément ces paysages disparus. Quand un chercheur découvre tous les os d'un même animal au même endroit, il peut dire si le sol était couvert de boue, si la rivière était proche ou si l'animal est mort dans un marais. Les couches de terre, les sédiments et les fossiles de plantes trouvent alors une grande importance pour comprendre le monde ancien de ce dinosaure. Les scientifiques étudient aussi les dents de Tricératops pour savoir ce qu'il mangeait exactement. En passant les dents au microscope, ils voient des rayures et des cassures qui révèlent les types de plantes consommées. Parfois, on trouve même des morceaux de plantes coincés entre les dents fossilisées, ce qui donne une idée précise de ses repas préférés. Les paléontologues soupçonnent que le Tricératops pouvait vivre parfois seul, parfois en petits groupes, surtout pour défendre les plus jeunes contre les dangers. Cette idée vient de la découverte de plusieurs ossements de Tricératops retrouvés ensemble, parfois dans des positions qui suggèrent qu'ils ont été surpris par une inondation ou un autre événement brutal. Le fait que certains fossiles soient retrouvés groupés indique sans doute une certaine forme de vie sociale, même si on ne sait pas encore tout sur leur façon de vivre ensemble. Le Tricératops formait donc un acteur essentiel de son monde. Il n'était pas passif, ni facile à attaquer.
Grâce à son crâne puissant, à ses cornes solides et à sa collerette épaisse, il pouvait se défendre contre à peu près n'importe quel autre animal, que ce soit un autre tricératops ou un redoutable prédateur. Chaque partie de son corps était pensée pour survivre. Ses sens étaient développés, avec des yeux placés sur le côté de la tête pour mieux voir autour de lui. Son odorat lui servait à repérer la nourriture ou à sentir l'approche d'un danger. Ses oreilles discrètes l'aidaient à écouter ce qui se passait tout autour, même derrière lui. Chaque jour, le tricératops devait bouger beaucoup pour trouver assez de plantes fraîches à manger. Il suivait les saisons, passant l'hiver là où il faisait moins froid et trouvant toujours des endroits où les plantes étaient abondantes. Dans son monde, c'était la règle. Il fallait se déplacer, observer, se défendre et manger souvent. Le tricératops n'était jamais tranquille bien longtemps. Il devait parfois se battre, parfois fuir, parfois protéger les plus jeunes de son groupe. Ce dinosaure aussi impressionnant et surprenant n'était donc pas seulement un simple grand mangeur de feuilles. Il était une pièce très importante de son écosystème, jouant un rôle actif dans la façon dont la nature s'organisait avant la disparition des dinosaures. Par sa présence, il participait à la transformation du paysage, en mangeant certaines plantes, en foulant la terre sous ses pas et en s'imposant par sa force dans son environnement. Le monde du tricératops nous montre que la vie, même il y a 68 millions d'années, était pleine de diversité, de dangers et de surprises. Tout n'était pas calme ni facile pour les grands herbivores. Le tricératops était prêt pour tous les défis, grâce à son corps solide, ses cornes puissantes, sa collerette protectrice et son intelligence simple mais efficace. Ce dinosaure impressionnant continue aujourd'hui de fasciner les enfants, les adultes et tous ceux qui aiment les animaux anciens et les histoires de la préhistoire. Les traces que le tricératops a laissées dans les roches, les terres et même dans les rêves des gens curieux nous permettent chaque jour de mieux comprendre ce passé lointain. Grâce à lui, les chercheurs étudient, dessinent, imaginent et racontent comment était la Terre bien avant notre naissance, dans ce monde où le dinosaure à 3 cornes était l'un des rois de la nature. Le tricératops passait une grande partie de sa journée à chercher de la nourriture. Dans un monde aussi vaste et rempli de dangers, il devait toujours prêter attention à ce qu'il allait manger, car cela déterminait sa force, sa santé et même sa capacité à se défendre contre les prédateurs. Sa routine commençait souvent dès le matin, alors que la lumière perçait à travers les feuilles épaisses des forêts ou que la brume légère s'élevait au-dessus des grandes plaines. Il avançait calmement, observant les fougères, les petits buissons, les jeunes pousses et les branches basses qu'il pouvait atteindre avec sa tête puissante. Le territoire du tricératops était rempli de végétation variée. La Terre, il y a 68 millions d'années, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Les fleurs, comme on les connaît, n'étaient pas encore partout. Par contre, il y avait de grandes fougères, des cycas, des prêles, des conifères et des plantes à graines très anciennes. Le tricératops trouvait de la nourriture abondante parmi toutes ces plantes primitives. Chaque plante avait une odeur, une texture et un goût bien à elle, et le tricératops semblait savoir choisir ce qui convenait le mieux pour son alimentation du jour. Sa bouche était large, avec un bec solide à l'avant. Ce bec ressemblait à une pince dure, parfaite pour attraper les feuilles épaisses et casser les petites branches. Derrière ce bec, il avait des rangées de dents plates et dentelées, spécialement faites pour broyer les végétaux. Ses dents poussaient toujours pendant sa vie, car elles s'usaient rapidement à cause de la nourriture dure qu'il mangeait. Dans chaque mâchoire, il avait plusieurs groupes de dents placés les uns derrière les autres. Quand une dent était trop usée, une autre poussait pour la remplacer. Cela garantissait qu'il pouvait toujours mastiquer efficacement, même quand il devenait très vieux. Manger pour le tricératops n'était pas seulement mâcher et avaler. Il devait souvent arpenter de grandes distances pour trouver différents types de plantes et garder sa nourriture suffisamment variée. Il marchait parfois toute la journée dans les forêts pour cueillir des jeunes pousses fraîches, puis il se déplaçait vers les plaines pour manger des fougères plus épaisses. Il utilisait son bec pour arracher les branches, puis coupait les plantes avec ses dents puissantes.
Son cou robuste l'aidait à atteindre les plantes basses, mais aussi à bouger sa tête de gauche à droite pour ratisser le sol et ne rien laisser derrière lui. Les scientifiques ont appris à connaître l'alimentation du Tricératops en étudiant les fossiles de ses dents et aussi le contenu fossilisé retrouvé parfois entre ses mâchoires. Ils ont découvert des restes de feuilles, de branches et même de petites graines coincées dans sa mâchoire. Les dents du Tricératops étaient usées d'une façon qui montre qu'il mangeait souvent de la nourriture très dure. Les traces sur l'émail des dents ressemblent à de petites rayures, ce qui prouve qu'il broyait régulièrement des fibres très solides. Le Tricératops devait boire souvent pour rester en bonne santé. Les grandes rivières et les marécages étaient donc importants pour lui. Il allait parfois en groupe près des points d'eau, se désaltérant pendant de longs moments. Boire était aussi une occasion de rester rafraîchi, surtout pendant les jours très chauds où l'air était lourd et humide. À chaque fois qu'il baissait la tête vers l'eau, il restait attentif aux bruits autour de lui. Même en buvant, il ne pouvait jamais oublier qu'un danger pouvait surgir à tout moment. Dans le monde du Tricératops, la concurrence pour la nourriture était réelle. D'autres dinosaures herbivores vivaient dans les mêmes régions. Certains étaient petits et rapides, mangeant les feuilles ou les jeunes pousses que le Tricératops laissait tomber sur le sol en coupant les branches. D'autres étaient plus hauts et pouvaient atteindre des feuilles inaccessibles pour le Tricératops. Chacun avait ses préférences, ce qui permettait à plusieurs espèces de partager le même environnement sans trop de conflits. Mais quand la saison était sèche ou que les plantes devenaient rares, il y avait parfois des disputes. Les Tricératops utilisaient alors leur force et leur taille pour défendre leur nourriture ou chasser d'autres animaux plus petits des meilleurs endroits. La façon dont le Tricératops digérait sa nourriture était aussi unique. Comme la plupart des grands herbivores, il avait sûrement un très grand système digestif. Les plantes, surtout celles riches en fibres, sont longues à digérer. Les scientifiques pensent que le Tricératops possédait un grand ventre et des intestins assez longs pour bien extraire l'énergie de tout ce qu'il mangeait. Il devait sûrement manger beaucoup et souvent pour garder sa force. Son ventre gonflé et son large torse montraient que manger et digérer étaient des activités centrales dans sa vie quotidienne. En plus de cette routine alimentaire, le Tricératops jouait un rôle important dans son environnement. Chaque fois qu'il coupait une plante ou écrasait de l'herbe en marchant, il modifiait le paysage. Il ouvrait des passages dans les forêts, créait de petits chemins dans les fougères et laissait derrière lui des traces qui aidaient les autres animaux à se déplacer. Sa façon de manger et de se déplacer permettait à certaines plantes de mieux pousser, car il enlevait les parties mortes ou vieilles. Les graines qu'il mangeait, parfois sans les digérer, étaient relâchées ailleurs dans ses excréments, ce qui aidait à répandre les plantes dans de nouveaux endroits. De temps en temps, pendant certaines périodes de l'année, certaines plantes devenaient plus abondantes ou plus appétissantes. Le Tricératops apprenait à reconnaître ces changements. Il déplaçait alors son territoire pendant quelques jours ou quelques semaines pour profiter des nouvelles pousses, des feuilles tendres du printemps ou des branches fruitées. Il suivait sûrement le rythme des saisons, même si les saisons de cette époque n'étaient là pas tout à fait comme aujourd'hui. L'hiver était parfois moins froid, mais chaque changement de température ou de pluie avait une influence importante sur la disponibilité de la nourriture. La capacité du Tricératops à manger beaucoup de types de plantes était essentielle pour sa survie. Lorsqu'il y avait moins de feuillage dans une zone, il allait chercher ailleurs. Il avait l'habitude de ne jamais rester trop longtemps au même endroit. Il parcourait de longues distances, passant des bois humides aux plaines sèches et parfois même aux bords marécageux des lacs où poussaient des végétaux différents. Ce comportement montre qu'il était très adaptable dans le choix de la nourriture et dans les stratégies pour se nourrir. Ce que le Tricératops mangeait influençait aussi sa croissance. Quand il était jeune, il préférait sûrement les plantes plus tendres et faciles à mâcher. En grandissant, ses mâchoires devenaient plus fortes, ce qui lui permettait de manger des végétaux plus durs et plus coriaces. Les marques sur les dents montrent que les adultes pouvaient couper et broyer les tiges les plus épaisses,
alors que les jeunes se concentraient sur des feuilles douces ou des pousses fragiles. Le rôle du tricératops dans la nature allait au-delà de sa propre alimentation. Tous les restes de plantes qu'il laissait au sol servaient de nourriture à des petits animaux, des insectes ou même à des micro-organismes dans la terre. Après avoir mangé, ces excréments servaient d'engrais précieux, riches en nutriments, qui favorisaient la pousse des nouvelles plantes. Le tricératops modifiait donc indirectement la composition de la forêt, de la prairie et même des bords de rivières, participant à l'équilibre général de tout l'écosystème. Ce dinosaure faisait partie d'un cycle naturel plus vaste. En mangeant certaines espèces de plantes, il aidait d'autres à grandir plus vite. Par ses déplacements constants et ses habitudes alimentaires variées, il empêchait certaines plantes de prendre toute la place et donnait une chance à d'autres de pousser. Des études récentes montrent que là où beaucoup de tricératops vivaient, la végétation était plus diversifiée, ce qui veut dire plus de sortes de plantes sur un même territoire. Manger était pour le tricératops un acte de survie, mais aussi une action qui touchait tout le reste de l'environnement. Sa présence aidait les paysages à changer, à grandir et à rester en bonne santé. Il était donc l'un des acteurs principaux de la nature de son temps. Les traces de dents trouvées sur des branches fossilisées permettent d'en savoir plus sur le type précis de végétaux consommés. Les scientifiques ont ainsi confirmé qu'il dévorait non seulement des fougères, mais aussi des feuilles de certains conifères anciens, des jeunes pousses de cycas et probablement quelques fruits et graines quand il en trouvait. Ces découvertes sont rendues possibles grâce à la patience des chercheurs qui examinent au microscope les fossiles des dents et leur contenu, révélant une liste complète de ce que le tricératops mettait dans sa bouche chaque jour. Lorsqu'un tricératops mangeait dans un même lieu trop longtemps, la végétation changeait autour de lui. Certaines plantes disparaissaient, d'autres poussaient vite pour profiter de la lumière et de la place laissée libre. Les jeunes arbres pouvaient se développer là où il avait écrasé les vieilles fougères. Ainsi, le tricératops était un grand jardinier naturel, modifiant son territoire sans même s'en rendre compte. Si le climat changeait, par exemple à cause d'une forte sécheresse qui durait plusieurs semaines, le tricératops devait vite s'adapter. Il changeait alors de région, allant par exemple plus près des rivières ou dans les zones où la brume gardait les plantes fraîches plus longtemps. Sa capacité à voyager sur de longues distances pour trouver de la nourriture était un atout. Il pouvait parcourir plusieurs kilomètres en une journée, même si cela demandait beaucoup d'efforts pour un animal aussi lourd. Les moments de nourriture étaient aussi des moments où le tricératops apprenait des autres, surtout des plus âgés. Quand il était encore jeune, il observait les adultes pour savoir quoi manger, comment utiliser son bec, comment reconnaître les plantes utiles ou mauvaises. Ce comportement d'apprentissage montrait que la vie de groupe avait aussi une importance, même si chaque tricératops pouvait se nourrir seul dans la majorité du temps. La grande quantité de nourriture que devait consommer un tricératops chaque jour était impressionnante. Les scientifiques estiment que pour un individu adulte, il fallait peut-être plusieurs centaines de kilos de végétaux tous les jours pour garder sa force et son énergie. Ce chiffre montre que l'alimentation prenait vraiment la majorité du temps de la journée. Marcher, chercher, cueillir, manger, mâcher, digérer, puis recommencer, voilà le rythme de vie qui permettait aux tricératops de survivre. Dans certains endroits, les arbres étaient trop hauts pour que le tricératops accède à leurs feuilles. Il laissait alors ses parties aux dinosaures plus grands, où il profitait des feuilles tombées au sol après une tempête ou un coup de vent. Il était donc opportuniste, sachant profiter de chaque occasion pour ne jamais être à court de nourriture. Les scientifiques continuent chaque année à trouver de nouveaux fossiles, de nouveaux indices sur la façon dont le tricératops se nourrissait et influençait son monde. Chaque dent fossilisée, chaque trace laissée sur une branche ancienne, chaque reste de plante fossilisée découvert près d'un squelette ajoute des éléments précieux pour mieux comprendre la vie de ce dinosaure incroyable. Ainsi, lorsque le soleil commençait à disparaître à l'horizon, le tricératops terminait sa journée de marche et de repas. Il se reposait un instant, allongé parmi les buissons, observant encore une fois son entourage. Son corps lourd digérait lentement tout ce qu'il avait avalé pendant la journée.
Son énergie retrouvée grâce à la nourriture lui permettait alors de rester alerte pendant la nuit, prête à réagir au moindre bruit suspect dans la forêt, toujours prêt à faire face à tout ce qui pouvait surgir dans son vaste environnement. Quand la nuit commençait à tomber et que le Tricératops terminait sa journée à se nourrir au milieu des plantes épaisses, il devait pouvoir compter sur les particularités de son corps pour se sentir en sécurité. Grâce à tout ce qu'il mangeait, le Tricératops devenait fort et robuste. Mais ce n'était pas seulement son alimentation qui lui donnait sa puissance. Une partie très importante de sa force venait aussi de sa tête. Son crâne était un des plus impressionnants du monde des dinosaures, non seulement parce qu'il était très grand, mais aussi parce qu'il lui permettait de résister à de nombreux dangers. La structure du crâne du Tricératops était différente de celle de beaucoup d'autres animaux de son époque. Sa tête était très longue, très large et très épaisse. Lorsque les scientifiques observent les fossiles de crâne de Tricératops, ils voient que chaque partie de l'os est extrêmement solide. Cette solidité protégeait le cerveau, qui est un organe très sensible chez un animal, mais aussi d'autres parties vitales de la tête. Le crâne du Tricératops pouvait dépasser 2 mètres de long rien que pour cette partie. Cela veut dire que la tête du Tricératops faisait plus du quart de la longueur de son corps entier. Pour soutenir un crâne aussi massif, le Tricératops avait besoin de muscles du cou d'une grande puissance. Les os du cou étaient larges, robustes et bien fixés, ce qui aidait l'animal à tenir la tête droite, même lorsqu'il bougeait lentement ou quand il devait pousser avec force pendant un combat. Sur ce crâne solide, on trouvait aussi les points d'attache des cornes très fortes qui faisaient la réputation du Tricératops. Les os, très épais, empêchaient que les cornes ne se brisent facilement pendant un choc. On observe même parfois sur certains fossiles des traces de fractures anciennes qui ont eu le temps de guérir avant la mort de l'animal. Cela prouve que son crâne pouvait subir de nombreux impacts sans pour autant mettre en danger la vie du dinosaure. Le crâne du Tricératops servait aussi à bien porter sa grande collerette qui commençait juste derrière les cornes et couvrait tout le haut de son cou. Cette collerette était fabriquée d'une fine plaque d'os, mais très résistante, parfois percée de petits trous. Ces petits trous permettaient sûrement de rendre l'os moins lourd sans perdre de sa force. La collerette donnait à la tête du Tricératops une forme encore plus impressionnante, et elle agrandissait la surface totale du crâne, offrant ainsi une meilleure défense contre les morsures d'autres animaux. Les chercheurs ont également observé d'autres détails. Sur le dessous du crâne, il y a de grandes ouvertures, qu'on appelle les fosses temporales. Ces endroits permettaient d'alléger le poids de la tête. Le Tricératops avait donc un crâne qui était à la fois solide et moins encombrant, ce qui était essentiel pour sa survie. En plus d'être solide, le crâne du Tricératops était muni de grands yeux placés sur les côtés de la tête. Grâce à cette position, le dinosaure pouvait voir ce qui se passait autour de lui sans avoir à tourner la tête. Un sens de la vue périphérique comme celui-ci aidait le Tricératops à repérer rapidement le moindre mouvement suspect dans la forêt ou sur les plaines, ce qui était très utile pour se protéger des prédateurs ou surveiller les autres membres de son groupe. Au bout du museau, juste devant la bouche, les os de la tête formaient une sorte de bec recourbé. Ce bec très dur était utile pour arracher les plantes dures, mais il était aussi renforcé par l'os du crâne qui absorbait les chocs chaque fois que le Tricératops frappait un obstacle ou défendait sa nourriture. À l'intérieur de ce bec, les mâchoires étaient puissantes, conçues pour broyer les fibres épaisses des végétaux. Les parties du crâne protégeaient également les voies respiratoires et les oreilles. Les chercheurs pensent que la structure des os aidait le son à voyager jusqu'aux oreilles du Tricératops, ce qui lui permettait d'entendre même les petits bruits discrets dans la nature. Son odorat profitait aussi de la forme spéciale de ses narines, qui étaient grandes et bien placées pour sentir l'odeur des plantes ou des prédateurs à distance. En observant les vieux fossiles, il arrive que les paléontologues découvrent des cicatrices ou des marques colorées différentes sur les os du crâne. Parfois, ces marques sont des signes de blessures qui datent de quand l'animal était encore vivant. Parfois,
Il s'agit d'usures créées par le frottement des cornes d'un adversaire ou de petits trous qui prouvent que le Tricératops s'était battu pour défendre sa nourriture ou son territoire. Avec le temps, certaines blessures au crâne guérissaient, ce qui créait de petites bosses ou des endroits plus épais sur l'os. Cela montre que le crâne du Tricératops n'était pas seulement une carapace pour la tête, mais aussi une sorte de journal de sa vie. Chaque blessure restait marquée pour toujours sur l'os, même après des millions d'années, ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre ce que le Tricératops affrontait dans son univers. Les scientifiques pensent que le crâne du Tricératops était aussi utilisé pour impressionner les autres, non seulement pour survivre. La taille de la tête, la forme de la collerette et la longueur des cornes servaient à impressionner les membres du groupe, à attirer l'attention ou à montrer qui était le plus fort ou le plus âgé. On peut l'observer car, selon l'âge de l'animal, la collerette changeait de forme ou de taille et les cornes poussaient lentement, devenant plus longues et courbées avec les années. La croissance du crâne se faisait tout au long de la vie de l'animal. Lorsqu'un Tricératops était jeune, sa tête était moins grande, ses os plus fins et ses cornes très courtes. Avec l'âge, tous ces éléments devenaient beaucoup plus visibles, plus solides et plus utiles pour la défense ou les interactions avec les autres. Le vieillissement du crâne est très clair sur les fossiles retrouvés, puisqu'on peut souvent deviner si l'animal était jeune, adulte ou très âgé. Le Tricératops utilisait sa tête d'une manière très précise. Quand il marchait, il la gardait basse pour pouvoir manger facilement les plantes. Mais dès qu'il y avait un problème, il pouvait relever sa tête d'un seul coup, prêt à se défendre avec ses cornes. Son crâne résistant soutenait alors la force de ses coups. Cela créait des chocs puissants qui faisaient reculer l'ennemi. L'épaisseur des os du crâne était un vrai avantage pour ne pas se blesser gravement lors des contacts violents. Dans la nature où il vivait, il n'y avait pas que des dangers. Il y avait aussi des opportunités pour montrer sa puissance grâce à sa tête. Parfois, lors de la saison de reproduction, plusieurs Tricératops se retrouvaient au même endroit. Les mâles les plus forts montraient leur grande tête, leurs belles cornes et leur impressionnante collerette pour attirer l'attention des femelles. Les plus jeunes apprenaient en observant les plus grands et se préparaient ainsi petit à petit à affronter le monde des adultes. Certains fossiles montrent aussi que, même en dehors des combats, le crâne était mis à rude épreuve. Les marques d'usure sur le bec ou la collerette indiquent que le Tricératops frottait ou tapait parfois sa tête contre les arbres, la terre ou les rochers, soit pour marquer son territoire, soit pour chercher de la nourriture cachée sous la végétation. La présence de son crâne solide était une raison pour laquelle le Tricératops était difficile à chasser. Lorsqu'un prédateur essayait d'attaquer, surtout un grand carnivore comme le Tyrannosaurus rex, il se retrouvait face à une barrière d'os et de cornes très dangereuse. Les traces sur certains fossiles de T-Rex montrent même que des attaques de Tricératops pouvaient laisser de graves blessures, prouvant que sa tête n'était pas seulement impressionnante mais aussi très efficace en situation de défense. Le crâne du Tricératops a aussi permis aux scientifiques d'apprendre beaucoup de choses sur son mode de vie. En étudiant la forme des os, les paléontologues peuvent savoir comment l'animal bougeait sa tête, à quelle hauteur il gardait sa collerette et comment il utilisait ses mâchoires pour broyer la nourriture. Ils peuvent aussi deviner l'âge du Tricératops, car chaque os du crâne change de forme très lentement au cours de la vie de l'animal. Les dents du Tricératops, qui faisaient aussi partie du crâne, étaient organisées de façon particulière. Au lieu d'avoir une seule rangée de dents, il avait plusieurs groupes de dents placés à la suite, qu'on appelle des batteries dentaires. Cela veut dire que quand une dent était usée à cause de la nourriture dure, une nouvelle prenait sa place sans attendre. Cette organisation était très utile, car le Tricératops pouvait ainsi continuer à manger toute sa vie sans jamais manquer de dents efficaces. Le poids du crâne du Tricératops était énorme, parfois plus de 200 kg chez les plus grands adultes. Pour bouger une tête aussi lourde, l'animal disposait de muscles puissants dans le cou et les épaules. Les fossiles des vertèbres du cou montrent que les attaches étaient très solides.
pour ne pas laisser tomber la tête même pendant un effort intense ou après un coup fort reçu sur la collerette. En se reposant ou en dormant, le tricératops devait certainement poser sa tête contre le sol ou sur une surface douce pour ne pas ressentir le poids trop longtemps. Les chercheurs pensent que la structure du crâne aidait à répartir la pression et à éviter les blessures même dans ces moments-là. L'étude des crânes fossiles a révélé d'autres détails. Certaines parties de la collerette étaient plus fines, ce qui apportait plus de légèreté tout en restant solide. Des petits trous dans l'os servaient probablement au passage de vaisseaux sanguins ou de nerfs. Ces caractéristiques sont observées grâce aux machines spéciales qui permettent de voir le dedans des os sans les casser. La diversité des crânes de Tricératops retrouvés prouve qu'il existait des différences entre individus. Certains avaient la collerette plus large, d'autres plus longue, certains avaient des cornes très droites, d'autres un peu recourbées. Ces détails montrent que chaque Tricératops était unique, ce qui aidait sûrement à reconnaître les membres de sa famille ou de son groupe. Plus les spécialistes examinent les fossiles de crâne, plus ils comprennent combien cet élément était central pour la survie du Tricératops. Ce n'était pas seulement une question de force, c'était aussi un outil d'identification, une source de fierté pour les animaux et une protection contre de nombreux dangers de la nature ancienne. Les jeunes Tricératops, en particulier, apprenaient très tôt à utiliser leur tête. Même avec une petite collerette et de courtes cornes, ils testaient leur force en jouant ou en poussant les autres membres de leur groupe. Cela leur servait plus tard, lorsqu'ils seraient grands, à faire face aux vrais combats. La vie du Tricératops était donc construite autour de cet ensemble très spécial qu'était sa tête. Le crâne, la collerette et les cornes travaillaient ensemble pour faire du Tricératops l'un des plus impressionnants dinosaures de son temps. Grâce à la grande diversité de crânes découverts, il est possible aujourd'hui de distinguer de nombreuses familles de Tricératops, chaque fossile ayant une histoire légèrement différente à raconter. Ce dinosaure montrait, par la force et la complexité de son crâne, qu'il n'était pas juste un mangeur de plantes ordinaire, mais un animal prêt à affronter chaque danger de la préhistoire, toujours prêt à défendre son territoire, à protéger sa famille et à laisser une trace inoubliable sur la Terre. Grâce à tout ce que les chercheurs découvrent encore, la tête du Tricératops demeure l'une des clés pour comprendre la grande aventure de la vie à la fin du Crétacé. La vie du Tricératops s'organisait autour de sa tête puissante, avec son grand crâne, sa collerette solide et ses cornes très impressionnantes. Ces éléments étaient visibles de très loin dans la forêt ou sur la prairie, surtout quand la lumière du soleil touchait la pointe brillante des cornes. Chaque Tricératops possédait 3 cornes vraiment particulières qui donnaient à son visage une apparence unique et servaient à beaucoup de choses très importantes. La première chose que l'on voyait sur un Tricératops, c'était ses 2 cornes principales. Elles étaient placées au-dessus de ses yeux, proches du sommet du crâne. Ces cornes pouvaient dépasser 1 mètre de longueur chez les plus grands adultes. Elles étaient faites d'un os solide recouvert d'une couche dure et résistante. Quand on observe ces cornes dans les fossiles, on remarque qu'elles sont épaisses à la base et très pointues au bout. Elles grandissaient lentement pendant toute la vie de l'animal, devenant plus longues et robustes chaque année. Entre ces 2 grandes cornes, juste au-dessus de son bec recourbé et robuste, il y avait une 3e corne, plus courte et moins large. Cette corne du nez, même si elle était plus petite, était aussi très utile et solide. Les os fossiles montrent que cette corne servait de renfort pendant les combats rapprochés, quand le Tricératops devait pousser un adversaire de très près ou repousser un prédateur qui s'approchait dangereusement. Chaque corne était attachée fermement au crâne du dinosaure. Cela voulait dire que lors d'un choc ou d'un coup violent, la force était transmise directement dans la tête et dans le cou grâce aux muscles puissants qui reliaient les cornes à l'ossature. Chez les vieux Tricératops, les cornes portaient parfois des traces d'usure, de casse ou même des cicatrices laissées par des anciens combats. Ces marques racontent l'histoire de chaque animal et montrent combien la vie sauvage pouvait être difficile et violente. Les cornes n'étaient pas là seulement pour faire peur ou pour décorer.
Elles avaient avant tout un rôle de protection. Lorsque le tricératops sentait le danger, il baissait la tête, montrait ses cornes pointues en direction de ce qui le menaçait. Cette posture était très efficace car elle signalait à tous qu'il était prêt à se défendre à tout moment. Si un autre dinosaure essayait d'attaquer, il risquait de se blesser gravement contre les cornes solides et acérées du tricératops. Ces cornes servaient aussi à la communication entre les tricératops eux-mêmes. Pendant la période de reproduction, les mâles les plus forts se montraient les uns aux autres, faisant briller leurs cornes sous la lumière du soleil, avançant lentement en cercle. Parfois, ils entraient en contact direct, croisant les cornes, se poussant et testant la force de leur adversaire. Ces affrontements n'étaient pas toujours mortels, mais ils pouvaient se terminer par des blessures profondes ou laisser des marques pour toute la vie du dinosaure. Le tricératops utilisait aussi ses cornes pour d'autres formes de contact. Les jeunes poussaient doucement leurs petites cornes contre celles de leurs parents, parfois pour jouer, parfois pour apprendre à se battre. Cela aidait les petits à se préparer au moment où ils devraient se défendre tout seuls, plus tard. Grâce à cette habitude, les jeunes devenaient plus habiles, plus forts et plus sûrs d'eux quand venait le moment d'affronter la vraie vie sauvage. Des études récentes faites sur les squelettes fossilisés montrent que la surface des cornes était couverte de petites rainures et de marques. Cela peut vouloir dire que les cornes poussaient sans cesse, un peu comme les ongles des animaux actuels qui doivent être usés régulièrement. Quand un tricératops se battait, ses cornes pouvaient se fissurer, mais la couche extérieure pouvait repousser lentement, refermant les failles avec le temps. Ce détail rendait les cornes encore plus robustes et adaptées à la vie mouvementée du dinosaure. Les scientifiques pensent aussi que la forme, la taille et l'orientation des cornes pouvaient varier d'un individu à l'autre. Certains tricératops avaient des cornes très droites, d'autres un peu courbées vers l'avant. Cette diversité permettait sûrement de reconnaître chaque membre du groupe ou de la famille. Les cornes devenaient une sorte de signature visible de loin dans la savane ou la forêt. La force de frappe des cornes impressionnait même les plus grands prédateurs. Quand un tricératops défendait sa vie ou ses petits, il pouvait charger à pleine vitesse en pointant ses cornes vers l'ennemi. Un coup bien placé pouvait transpercer la peau dure d'un autre dinosaure, voire casser un os ou repousser un adversaire beaucoup plus lourd. Les marques retrouvées sur des fossiles d'autres dinosaures montrent que les cornes du tricératops servaient réellement à blesser ou à tuer si la situation devenait trop dangereuse. Dans la nature, le tricératops n'utilisait pas ses cornes seulement pour le combat. Parfois, il utilisait ses cornes pour repousser des branches trop épaisses, pour écarter des buissons ou pour retourner la terre à la recherche de plantes cachées. Grâce à leur longueur et à leur solidité, les cornes servaient un peu comme des outils, facilitant la vie quotidienne du dinosaure. La structure interne des cornes est aujourd'hui bien connue grâce aux nouvelles technologies. Les paléontologues ont réussi à trancher des cornes fossilisées et à observer l'intérieur. On y voit un noyau d'os très dense, entouré d'une couche plus légère. Cette organisation permettait à la corne d'être très résistante au choc, tout en évitant de devenir trop lourde à porter sur la tête. Il y avait aussi des différences entre les mâles et les femelles, mais ces détails ne sont pas toujours faciles à observer sur les fossiles. En comparant de nombreux crânes trouvés sur plusieurs sites, les spécialistes pensent que les mâles avaient souvent des cornes un peu plus longues ou plus épaisses. Cela leur donnait un avantage pendant les confrontations pour défendre leur territoire ou attirer une partenaire. Les jeunes avaient des cornes plus courtes, qui poussaient au fil des années et devenaient un signe de maturité quand ils devenaient adultes. La longueur des cornes jouait aussi sur leur utilité. Une longue corne permettait de toucher un adversaire avant qu'il ne s'approche trop, alors qu'une corne plus courte donnait plus de solidité lors des chocs violents. Cette répartition des fonctions mettait en valeur le fait que chaque tricératops pouvait utiliser ses cornes différemment selon sa taille, son âge et ses besoins du moment. Des blessures anciennes retrouvées sur les cornes montrent que le tricératops survivait parfois à des combats très intenses. Les os fracturés avaient souvent le temps de se reconstruire
créant une nouvelle couche autour de la partie abîmée. Cela prouve que malgré leur vie pleine de dangers, beaucoup de tricératops vivaient assez longtemps pour guérir de leurs blessures et transmettre leur expérience aux plus jeunes membres du groupe. Lorsqu'un tricératops approchait d'un point d'eau, il se mettait souvent sur ses gardes. Il baissait ses cornes, restait immobile, guettant les sons autour de lui. Si un prédateur surgissait, il était prêt à l'affronter en reculant puis en chargeant de toutes ses forces. Cette méthode de défense était très efficace car peu d'animaux osaient défier une barrière aussi impressionnante de cornes et de muscles. Ce comportement de défense était visible dès le plus jeune âge car les petits tricératops imitaient les adultes pour apprendre à réagir aux menaces. La popularité des cornes du tricératops a inspiré beaucoup de chercheurs et de dessinateurs à travers les années. Dans les musées, on trouve des reconstitutions très réalistes qui montrent la position exacte des 3 cornes sur la tête, leur taille réelle et leur forme. Les enfants, les visiteurs et même les scientifiques sont souvent surpris par la puissance et la beauté de ces armes naturelles que la Terre a su créer il y a si longtemps. Les cornes du tricératops témoignent aussi de l'évolution. Au fil des millions d'années, les ancêtres du tricératops avaient des crânes moins impressionnants et des cornes à peine visibles. Avec le temps, ces éléments se sont développés pour donner aux descendants du Crétacé tardif, comme le tricératops, l'ensemble de cornes solides et complexes qui assuraient leur survie dans un monde rempli de dangers. Il n'est pas rare de trouver des fossiles où les cornes sont abîmées, cassées ou usées. Cela montre à quel point l'animal s'en servait souvent, pour se battre ou pour vivre dans son milieu naturel. Les chercheurs ont documenté des cas où la corne repoussait ou se réparait toute seule avec le temps, prouvant la capacité de résilience de cet animal impressionnant. Parfois, lors des grandes migrations ou pendant la saison de reproduction, plusieurs tricératops se retrouvaient au même endroit. Les affrontements entre adultes étaient alors courants, car chaque mâle voulait montrer qu'il était le plus fort. Les cornes claquaient les unes contre les autres, créant des bruits sourds et puissants, audibles à plusieurs centaines de mètres. Ces combats servaient à établir une hiérarchie dans le groupe et à décider qui pourrait protéger les plus belles femelles ou les endroits les plus riches en nourriture. La présence de 3 cornes faisait du tricératops un adversaire redouté. Même parmi les autres dinosaures herbivores de la même époque, aucun n'avait une tête aussi bien armée. Ce détail a permis aux tricératops de survivre dans un monde hostile, où chaque coin de forêt ou de prairie pouvait cacher un ennemi inattendu, parfois beaucoup plus gros ou dangereux. Les cornes participaient aussi à des jeux de force entre jeunes ou à l'entraînement à l'autodéfense. En voyant les adultes défendre le groupe et repousser les prédateurs, les petits apprenaient très vite que leurs cornes seraient un jour leur plus bel atout. Ce long apprentissage, commencé dès la naissance, faisait de chaque tricératops un guerrier prêt à protéger sa vie, sa famille et sa place dans la nature. La forme de la corne du nez était différente de celle des cornes au-dessus des yeux. Elle était plus courte mais très épaisse, presque en forme de cône. Cette corne du nez aidait surtout pendant les combats rapprochés ou quand il fallait creuser ou pousser dans la végétation la plus dense. On pense même qu'elle pouvait servir pour fouiller le sol à la recherche de racines ou pour casser les branches plus dures. Les marques profondes laissées par les cornes du tricératops sur d'autres os de dinosaures prouvent que ces armes étaient redoutables. Certains fossiles montrent des trous presque ronds, parfaitement alignés avec la taille d'une corne adulte, ce qui indique des combats très violents à cette époque. Cela montre que la vie du tricératops était constamment rythmée par la défense, l'affirmation de sa place et la protection du groupe. L'étude des cornes continue encore aujourd'hui. Grâce aux progrès scientifiques, les chercheurs arrivent à reconstituer virtuellement la croissance et la réparation des cornes au fil de la vie d'un tricératops. Ce travail aide à mieux comprendre non seulement le corps du dinosaure, mais aussi son comportement quotidien, ses habitudes sociales et ses méthodes de survie. À la lumière de toutes ces découvertes, il est clair que l'histoire du tricératops ne s'explique pas sans parler de ces 3 cornes. Ces éléments étaient essentiels dans chaque action, chaque rencontre et chaque mouvement du dinosaure. Du plus jeune âge à la vieillesse,
Elles accompagnaient chaque étape de la vie du Tricératops. Elles symbolisent la force de l'animal, son ingéniosité et sa capacité à rester un des grands survivants de la fin du Crétacé. Grâce à la puissance de ses cornes, à leur solidité et à leur diversité, le Tricératops pouvait affronter tous les défis, qu'ils viennent des autres animaux ou du monde naturel dans lequel il évoluait chaque jour. Les cornes du Tricératops étaient essentielles pour sa défense et sa survie, mais elles n'étaient pas les seules preuves que la vie de cet animal était remplie de dangers. Chaque Tricératops portait sur ses os les marques laissées par les épreuves vécues tout au long de son existence. Ces traces étaient visibles principalement sur son crâne, sur les cornes, la collerette et parfois même sur d'autres parties de son corps. En étudiant ces blessures et cicatrices, les scientifiques peuvent comprendre beaucoup de détails sur la vie quotidienne de ces dinosaures et sur les conflits auxquels ils étaient confrontés. Quand les paléontologues trouvent un crâne de Tricératops dans la terre, ils prennent beaucoup de soin pour ne rien endommager. Les os sont souvent couverts de terre sèche ou entourés de pierres dures, mais une fois qu'on les nettoie délicatement, on découvre des marques fascinantes. Il peut s'agir de petits trous, de bosses, de fissures ou de morceaux fracturés qui se sont reformés plus épais après la guérison de l'animal. Parfois, la surface de l'os est rugueuse à certains endroits, signe d'une vieille blessure. D'autres fois, on voit une cicatrice nette qui traverse la collerette ou longe la base d'une corne. Ces blessures n'étaient pas toutes provoquées par les mêmes situations. Certaines sont dues à des combats entre Tricératops adultes pour défendre un territoire, une source de nourriture ou même pour impressionner les femelles lors de la saison des amours. L'affrontement commençait souvent par des menaces silencieuses, des mouvements de tête et d'épaule, jusqu'à ce que l'un des deux adversaires charge ou tente de pousser l'autre. Les cornes s'entrechoquaient alors avec une énorme force, parfois jusqu'à casser un bout d'os ou provoquer une coupure profonde. Quand cela arrivait, l'os pouvait se fendre, mais dans la plupart des cas, le Tricératops survivait et la blessure guérissait pendant plusieurs mois, laissant une marque pour toujours. D'autres traces de blessures viennent des attaques de prédateurs. Quand un grand carnivore comme le Tyrannosaurus rex s'approchait, le Tricératops devait réagir très vite. S'il était pris par surprise, il tentait de se défendre en bougeant la tête de toutes ses forces pour présenter ses cornes à l'ennemi. Le T-Rex, lui aussi très puissant, attaquait avec ses dents puissantes, laissant parfois des traces de morsures sur le bord de la collerette ou même sur les cornes. Les os fossilisés gardent parfois l'empreinte exacte des crocs du T-Rex, montrant la violence du combat. Quand le Tricératops survivait à une telle attaque, l'os se réparait lentement, mais la trace restait présente même des millions d'années plus tard. Les scientifiques étudient ces marques en détail. En utilisant des loupes et des microscopes, ils examinent la forme, la profondeur et la position des cicatrices. Les blessures profondes ou les fractures anciennes montrent que certains combats ont été très violents. Les petites marques ou fissures peuvent venir de chocs moins intenses, peut-être lors de jeux entre jeunes ou quand l'animal se battait contre les branches dures des forêts. En analysant la réparation de l'os, ils peuvent aussi savoir si le Tricératops a survécu longtemps après sa blessure ou si la blessure a causé sa mort peu de temps après l'accident. Certaines blessures racontent des histoires vraiment étonnantes. Par exemple, quelques crânes de Tricératops présentent des trous bien ronds qui correspondent exactement à la taille d'une corne d'un autre Tricératops. Cela montre que des coups de corne pouvaient transpercer la collerette pendant les affrontements. D'autres fossiles montrent des fissures qui partent du bord de la collerette et s'enfoncent vers le centre du crâne, signe qu'un choc violent est venu casser l'os avant que celui-ci ne se répare petit à petit. Les traces de guérison observées sur les os donnent des indices sur la force du Tricératops. Quand un animal se blesse, son corps essaye de réparer la zone touchée. Chez le Tricératops, cela voulait dire que de nouvelles couches d'os se formaient autour de la blessure pour la consolider. En observant ces couches sous un microscope, on peut savoir pendant combien de temps la blessure a mis à se réparer. Les os épais et les grandes zones de cicatrices montrent une récupération longue, parfois sur plusieurs années.
Les fossiles de Triceratops révèlent aussi que beaucoup d'animaux ont survécu à plusieurs blessures graves dans leur vie. Il n'était pas rare de trouver un seul crâne avec plusieurs traces de coups, de morsures ou de cassures remises. Cela indique que les Triceratops devaient souvent se battre ou faire face à des menaces importantes, mais aussi qu'ils étaient résistants et capables de surmonter de nombreux obstacles physiques. Certaines marques particulières ne viennent pas uniquement des combats avec d'autres Triceratops ou des attaques de prédateurs. Quelques traces sont le résultat de maladies osseuses ou d'infections après un choc. Quand l'os était fracturé ou percé, des bactéries pouvaient s'installer dans la blessure, provoquant une infection qui laissait des marques différentes comme des trous irréguliers ou des zones d'os plus fragiles. Les chercheurs arrivent parfois à retrouver ces signes d'infection, ce qui leur permet de mieux comprendre la santé générale des populations de Triceratops dans une région donnée. Les paléontologues savent aussi reconnaître les différences entre une blessure subie de la main d'un autre Triceratops et un accident naturel comme une chute contre des rochers ou des blessures faites par des branches très dures. En comparant des centaines de crânes trouvés à des kilomètres de distance, ils peuvent voir si certains types de blessures étaient plus courantes dans une région que dans une autre, peut-être à cause de la nature du terrain, du type de végétation ou de la fréquence des combats entre les animaux. Les traces de coups ou de morsures retrouvées sur une même génération de Triceratops offrent aussi des informations sur le comportement de groupe. Si plusieurs animaux trouvés ensemble présentent les mêmes sortes de marques, cela suggère qu'ils vivaient dans une même zone dangereuse ou qu'ils affrontaient les mêmes ennemis. Si seuls les mâles adultes ont beaucoup de cicatrices, cela peut indiquer que les affrontements étaient fréquents chez eux, surtout pendant certaines périodes de l'année. Les blessures anciennes ne sont pas seulement observées sur les os des adultes. Il existe aussi des traces sur les crânes de jeunes Triceratops, même si elles sont plus rares. Les jeunes subissaient parfois des petits accidents en jouant ou en apprenant à utiliser leurs cornes. La plupart des blessures restaient superficielles et guérissaient vite, mais les traces montrent que dès le plus jeune âge, la vie était pleine de risques pour chaque membre du groupe. Parfois, les marques de cicatrices aident aussi à comprendre la hiérarchie dans le groupe. Un mâle dominant, par exemple, possède souvent plus de traces de coups que les autres, preuve qu'il a défendu sa place pendant de longues années contre plusieurs rivaux. Ces détails sont précieux pour comprendre comment les Triceratops organisaient leur vie sociale et comment ils choisissaient leurs chefs ou leurs compagnons pendant la saison de reproduction. La position des blessures sur le crâne raconte aussi comment les combats se déroulaient. Beaucoup de cicatrices se trouvent sur le front ou la collerette, là où les cornes frappaient le plus souvent. Mais il y a aussi des traces sur les côtés du crâne, ce qui montre que les combats n'étaient pas toujours faits face à face, mais pouvaient se passer de côté ou même en mouvement lors de courses et de poursuites rapides. Les morsures de prédateurs apportent des indications différentes. Quand un T-Rex mordait la collerette ou la tête, il laissait des formes de dents très nettes. En mesurant la largeur et la profondeur de ces marques, les chercheurs peuvent même savoir si la victime était attaquée par un jeune T-Rex ou par un adulte. Quelquefois, les fossiles de T-Rex eux-mêmes portent des empreintes de cornes de Triceratops, prouvant qu'un combat a pu être fatal pour le prédateur comme pour sa proie. L'analyse des cicatrices fossilisées ne sert pas seulement à raconter le passé. Elle permet aussi de savoir comment les animaux utilisaient leurs armes, comment ils géraient les conflits et comment ils s'adaptaient aux dangers de leur époque. Cela montre à quel point le Triceratops n'était pas passif mais devenait très agressif ou défensif face à la moindre menace. La surface du crâne, épaisse et solide, était comme un bouclier sur lequel la vie sauvage laissait son histoire à chaque génération. Les chercheurs s'intéressent aussi à la rapidité de guérison des animaux. Chez le Triceratops, la capacité de l'os à se reformer rapidement pouvait décider s'il survivrait à sa blessure ou non. Si une fracture restait ouverte trop longtemps, l'infection pouvait tuer l'animal. Mais la plupart du temps, le corps du Triceratops fabriquait de nouvelles cellules osseuses pour protéger et renforcer la zone touchée.
C'est grâce à ce processus de guérison que tant de fossiles nous montrent des cicatrices larges ou épaisses, preuve que le dinosaure avait survécu à beaucoup de batailles. On trouve aussi dans quelques fossiles des traces laissées par des événements violents, mais non liés au combat. Il s'agit parfois de marques laissées par des rochers tombés, des chutes dans la boue ou des blessures reçues pendant un déplacement sur un terrain accidenté. Ces marques racontent que la vie de chaque tricératops était faite de beaucoup d'épreuves, que ce soit par la nature elle-même ou par les dangers des autres animaux. Parfois, plusieurs blessures différentes se trouvent sur un même os. Cela veut dire que le même tricératops a survécu à plusieurs difficultés au fil des ans. Les scientifiques peuvent alors dresser une sorte de carte de vie de chaque animal en reliant chaque cicatrice à un événement possible de la vie du dinosaure. L'étude de toutes ces marques permet aussi de mieux comprendre les relations entre les animaux d'une même espèce. La fréquence et la gravité des blessures donnent une idée du niveau d'agressivité ou de compétition entre individus. Chez le Tricératops, les nombreuses cicatrices montrent que la vie de groupe était probablement très dynamique, avec beaucoup d'affrontements et de rivalités, mais aussi une grande capacité à survivre, à s'adapter et à continuer d'avancer malgré les blessures. Pour les jeunes qui commençaient à explorer le monde, les traces de chocs ou de coups reçus servaient de leçons. Ils apprenaient vite à éviter les dangers, à se défendre et à respecter la force des plus grands. Ce cycle se répétait à chaque génération, transmettant les stratégies de survie et la prudence nécessaires à la vie dans un univers plein de risques. L'importance des cicatrices retrouvées sur les fossiles de Tricératops ne réside pas seulement dans la violence de leur vie, mais aussi dans la preuve de leur adaptation incroyable. Les marques sur les os sont devenues des archives naturelles que les humains peuvent aujourd'hui lire et étudier pour mieux comprendre comment ce dinosaure a pu survivre des millions d'années dans un monde hostile. Ainsi, le corps du Tricératops, parcouru de traces visibles et secrètes, a transporté son histoire de génération en génération, laissant un témoignage précis de tout ce qu'il a vécu, de tous les combats qu'il a menés et de tous les défis qu'il a surmontés dans l'immense décor de la préhistoire. Chaque marque sur le corps du Tricératops rappelait que le danger était partout autour de lui. Dans son monde existaient des ennemis bien plus intimidants que les autres membres de son espèce. Parmi eux se trouvaient les prédateurs, dont le plus craint de tous était le Tyrannosaurus rex. Ce carnivore géant partageait le même territoire que le Tricératops sur les terres de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, il y a environ 68 millions d'années. Beaucoup d'autres animaux pouvaient être une menace, mais le Tyrannosaurus rex était celui qui inspirait le plus de peur à tous les herbivores. Le Tyrannosaurus rex était un animal massif. Il mesurait souvent plus de 12 mètres de long de la tête à la queue et pesait plusieurs tonnes. Sa tête était large, remplie de dents tranchantes, chacune pouvant dépasser une trentaine de centimètres, assez longue pour pénétrer profondément dans la chair et même l'os. Il avait des pattes arrière puissantes qui lui permettaient de bouger vite sur de courtes distances, et sa vue était très bonne pour repérer les mouvements dans la végétation. Il utilisait son odorat pour chercher ses proies. Son cri pouvait sûrement porter très loin dans la plaine, faisant fuir les petits herbivores avant même qu'il apparaisse. Dans cet environnement partagé, le Tricératops devait être très vigilant. Il ne pouvait jamais baisser totalement sa garde, car une attaque de prédateurs pouvait survenir à tout moment, au bord d'un marécage, dans une clairière ou même sous les arbres épais. Le Tricératops avait appris à repérer les signaux d'alerte, le cri des petits oiseaux, le silence soudain dans la forêt, la fuite d'un groupe d'animaux. Tout cela était le signe qu'un grand carnivore rôdait, prêt à bondir. Lorsque le Tyrannosaurus rex décidait de s'en prendre à un Tricératops, la confrontation était souvent brutale. Les scientifiques ont retrouvé des fossiles de Tricératops présentant des marques bien nettes de dents sur l'os de la collerette ou du crâne. Il y a aussi des ossements de Tyrannosaurus rex avec des trous, des fractures ou des traces de combat qui montrent que la rencontre ne se terminait pas toujours bien pour le prédateur.
Lorsqu'un Tyrannosaurus rex attaquait, le Tricératops n'essayait pas de fuir sur de longues distances, car il était trop lourd et pas assez rapide. À la place, il restait face au danger, se préparait au combat et utilisait ses armes pour se défendre. Sa première défense était d'adopter une position stable en plantant fermement ses 4 pattes sur le sol. Il baissait alors la tête, dirigeant ses cornes vers l'avant. La collerette protégeait sa nuque et le haut du dos des morsures. Quand le Tyrannosaurus rex s'approchait, le Tricératops gonflait son corps, soufflait fort, essayait de paraître encore plus grand. Si le carnivore continuait à avancer, le Tricératops réagissait en chargeant sur le côté ou en frappant avec une de ses cornes. Même les plus grands prédateurs pouvaient être blessés par la puissance de ses coups, certains étant touchés à la poitrine, au ventre ou à la tête. Les rencontres entre Tricératops et Tyrannosaurus rex sont documentées par de nombreuses blessures sur des fossiles. Parfois, on trouve des trous ronds sur les os du Tyrannosaurus rex, parfaitement adaptés à la forme d'une corne de Tricératops. Cela veut dire qu'un Tricératops s'est défendu avec assez de force pour percer la peau épaisse et même casser un os de son adversaire. Les morsures de Tyrannosaurus rex, elles, laissaient de très larges marques, des traces nettes, parfois même des morceaux d'os manquants sur la collerette ou sur la queue du Tricératops. Le Tricératops utilisait ses cornes de différentes manières selon la situation. Parfois, il essayait de piquer l'adversaire directement avec la corne du nez. D'autres fois, il frappait sur le côté avec ses grandes cornes au-dessus des yeux, en visant les membres ou le cou du prédateur. Ce comportement précis demandait beaucoup de force et de précision. Il lui était souvent utile de tourner sa tête rapidement, de viser et d'appliquer toute la puissance de son corps dans un seul coup. Il arrivait que plusieurs Tricératops affrontent un prédateur ensemble. Certaines études montrent que des groupes de Tricératops pouvaient se placer côte à côte, toutes les cornes pointées vers l'extérieur, pour former une rangée de défense presque impossible à franchir pour un grand carnivore. Les petits étaient protégés à l'intérieur du groupe, tandis que les adultes en première ligne faisaient face au danger. Cette stratégie de défense collective augmentait les chances de survie de tous les membres du groupe. Même en cas de victoire, il pouvait arriver que le Tricératops soit blessé. Une morsure profonde ou une griffure pouvait s'infecter, lui causant des douleurs pendant des semaines, parfois même des mois. Certains Tricératops survivaient à plusieurs attaques dans leur vie, accumulant des cicatrices sur la collerette, les cornes ou le dos. Seuls les plus robustes pouvaient vivre très vieux, car la vie dans ce monde plein de prédateurs n'épargnait personne. Les marques de guérison sur leurs os montrent combien ils étaient résistants. La présence du Tyrannosaurus rex et d'autres carnivores imposait aussi au Tricératops un comportement particulier en dehors du combat. Il évitait de s'aventurer seul dans des endroits ouverts, surtout quand il sentait une odeur inhabituelle ou voyait des traces fraîches sur le sol. Il bougeait souvent en groupe, avançant lentement, mais prêt à s'arrêter soudainement. Chaque bruit étrange était un signal d'alerte. Quand il avait des petits, les adultes se plaçaient autour d'eux pour faire rempart avec leurs cornes et leur corps robustes. Les prédateurs n'étaient pas toujours victorieux. Les blessures sur certains os de Tyrannosaurus rex montrent que l'attaque d'un Tricératops pouvait être fatale pour le chasseur. Un coup de corne bien placé pouvait casser une patte, percer le ventre ou même blesser la tête du prédateur. Parfois, un Tyrannosaurus rex gravement blessé par une corne ne pouvait plus chasser et finissait par mourir de faim. Cela montre que le Tricératops n'était pas une proie facile. Il était un adversaire dangereux, capable de se défendre jusqu'au bout. Le Tricératops utilisait aussi d'autres moyens pour dissuader les prédateurs. Son odeur était forte, marquée par des glandes autour de la tête et du cou. En se frottant contre des arbres ou des rochers, il laissait son odeur sur le territoire. Les prédateurs reconnaissaient ce signal et savaient qu'un Tricératops adulte était dans la région. Cela pouvait parfois suffire à éviter une attaque. Au fil du temps, les Tricératops développaient aussi une forme d'intelligence du danger.
Il reconnaissait les endroits où les attaques étaient les plus fréquentes, apprenait à repérer les empreintes fraîches ou les restes d'animaux tués récemment. Les groupes se déplaçaient plus vite dans ces zones, prenant des chemins différents pour éviter de tomber dans une embuscade. Ils pouvaient aussi utiliser les cris de certains oiseaux ou les bruits inhabituels comme signaux de fuite, même si aucun prédateur n'était visible pour l'instant. Le Tricératops devait souvent choisir entre risquer un combat ou abandonner une partie de son territoire à un prédateur. Il préférait rester en vie et protéger ses petits, quitte à perdre un endroit riche en nourriture. Ce comportement montrait son instinct de survie et sa capacité à s'adapter à un environnement rempli de menaces. En dehors du Tyrannosaurus rex, quelques autres carnivores représentaient aussi un danger pour le Tricératops, même s'ils étaient moins grands. Des petits théropodes rapides, des reptiles avancés dans l'eau des marais, ou même des groupes de dinosaures carnivores qui cherchaient à isoler un jeune ou un animal affaibli. Mais grâce à la force de ses cornes et de sa carapace osseuse, le Tricératops résistait le plus souvent à ces attaques. Rarement un prédateur s'attaquait à un adulte en bonne santé, sauf s'il était désespéré de faim. Les scientifiques ont aussi trouvé des os de Tricératops portant des marques de guérison à la suite de morsures, ce qui prouve que certains pouvaient s'échapper après une attaque. Cela explique pourquoi on retrouve souvent des fossiles de Tricératops adultes avec autant de cicatrices et de blessures guéries sur leur crâne et leur collerette. La défense contre les prédateurs s'exprimait aussi par le comportement du groupe. Les Tricératops soufflaient, piétinèrent le sol, claquaient leurs cornes contre des troncs d'arbres pour impressionner les ennemis. Ce langage corporel avertissait les prédateurs qu'ils n'étaient pas face à une cible facile. Cela protégeait tout le groupe et montrait la solidarité entre ses membres. Parfois, lors des périodes de grande sécheresse ou quand la végétation devenait rare, les confrontations entre Tricératops et prédateurs étaient plus fréquentes. Les animaux étaient alors tous obligés de se déplacer plus loin pour trouver de la nourriture ou de l'eau, ce qui les menait dans des territoires dangereux ou inconnus. Les risques d'embuscade étaient plus importants et chaque déplacement devait être calculé avec soin pour éviter une rencontre mortelle. Les jeunes Tricératops étaient les plus vulnérables. Les prédateurs cherchaient souvent à isoler les petits du groupe car ils étaient moins forts, moins rapides et moins capables d'utiliser leurs cornes pour se défendre. Pour cela, les adultes restaient attentifs aux moindres mouvements, plaçaient les petits au centre du groupe lors des migrations ou des arrêts au bord de l'eau et réagissaient rapidement aux moindres signes d'alerte. Les preuves retrouvées dans les fossiles montrent que malgré tous ces dangers, le Tricératops était un survivant. Sa manière de défendre son groupe, d'utiliser toutes ses armes naturelles, son odeur forte et son intelligence ont permis aux siens de vivre durant des millions d'années, même dans un environnement aussi hostile. Avec le temps, le Tricératops a amélioré sa stratégie de vigilance, d'écoute et de coopération. Les fossiles nous apprennent à quel point chaque détail de son comportement et de son corps était fait pour affronter les pires ennemis de la préhistoire dans une lutte constante pour la vie. Les chercheurs continuent à étudier chaque cicatrice, chaque trace sur les os, pour comprendre comment le Tricératops s'est adapté, s'est renforcé et a défié les grands carnivores de son temps. La présence de ces grands prédateurs, la force des coups, la résistance aux blessures et la solidarité entre membres du groupe sont devenues les principales clés de la survie du Tricératops jusqu'au dernier temps du Crétacé. Le Tricératops, qui devait toujours faire face à des dangers, avait développé des moyens de défense très efficaces. Parmi ces moyens, il y avait un détail qui faisait toute la différence au moment de se protéger: la large collerette osseuse qui entourait l'arrière de sa tête et la base de son cou. Cette collerette n'était pas seulement un élément visible et imposant, elle était d'une grande utilité dans la vie de tous les jours. La collerette du Tricératops était faite d'un os solide et dense. C'était une structure très large, parfois aussi large que la tête elle-même. Lorsqu'on observe un crâne fossilisé de Tricératops dans un musée, la collerette est l'une des premières choses qu'on remarque. Elle forme comme un bouclier derrière et au-dessus du cou. Certains fossiles mesuraient la collerette à près d'1,50 m de large. Sa forme générale ressemble à un demi-cercle qui s'étend de chaque côté de la tête,
ce qui donna au Tricératops une apparence très impressionnante vue de face ou de côté. Les scientifiques pensent que la collerette offrait d'abord une protection contre les attaques. Quand un prédateur comme le Tyrannosaurus rex cherchait à mordre le cou ou la tête du Tricératops, il se heurtait à cette barrière osseuse très dure. Les dents et les mâchoires du prédateur pouvaient parfois laisser des traces, mais bien souvent, elles ne réussissaient pas à traverser toute l'épaisseur de la collerette. Cette partie du corps protégeait les organes vitaux du Tricératops, en particulier la trachée, les vaisseaux sanguins et la colonne vertébrale qui passent dans le cou. La collerette montrait aussi des signes d'évolution. Certains tricératops possédaient une collerette avec des bords plus épais, d'autres avec des trous naturels dans l'os. Ces trous, appelés fenestrae, rendaient la collerette un peu plus légère tout en gardant sa solidité. Cela permettait au tricératops de garder la tête haute sans trop de fatigue, malgré la taille de cette structure protectrice. Chaque individu avait une collerette légèrement différente. Certains avaient des bords très arrondis, d'autres plus irréguliers. La présence, la forme et la taille des trous changeaient aussi en fonction de l'âge et de la famille. La collerette jouait aussi un rôle pour impressionner les autres animaux. Quand le tricératops voulait paraître plus grand et plus puissant, il dressait sa tête, montrait la collerette bien en vue et avançait lentement face à son adversaire. Pendant la saison des amours, cette démonstration aidait à attirer des partenaires ou à tenir à distance les rivaux. Plus la collerette était large et ornée de bosses ou de reliefs, plus elle indiquait la force et la santé de l'animal. Les jeunes tricératops avaient une collerette moins développée qui grandissait au fil des années et devenait de plus en plus résistante. Les paléontologues ont observé de nombreuses blessures et cicatrices sur les collerettes fossiles. Certaines sont des marques de morsures, d'autres des impacts causés par les cornes d'autres tricératops. Ces cicatrices prouvent que la collerette servait effectivement dans les combats. Quand deux tricératops adultes s'affrontaient, la collerette recevait et amortissait les coups puissants des cornes adverses, empêchant que la tête ou le cou soient touchés directement. Avec le temps, les os blessés se réparaient en créant des bosses ou des zones plus épaisses, éléments que l'on retrouve encore sur les fossiles aujourd'hui. La texture de la collerette était parfois rugueuse ou montrant des petits reliefs naturels. Cela pouvait mieux accrocher la lumière du soleil, accentuer l'impression de grandeur ou même aider le tricératops à sembler plus effrayant pour un prédateur. Les scientifiques pensent aussi que certaines couleurs ou motifs pouvaient exister sur la peau qui recouvrait l'os, même si cela est difficile à prouver car la peau ne se fossilise presque jamais. Mais dans la nature, souvent les animaux montrent des couleurs vives ou des formes spéciales sur des parties importantes de leur corps. Cela serait logique que la collerette du tricératops soit utilisée de cette façon aussi. La collerette avait une influence sur la manière dont le tricératops se déplaçait. À cause de son poids et de sa taille, il fallait de bons muscles dans le cou pour porter la tête et cette large extension osseuse. Les vertèbres du cou étaient particulièrement robustes et faisaient que chaque mouvement était fort mais lent. Quand un tricératops devait tourner brusquement la tête, sa collerette suivait en même temps et formait une protection tout autour de la base du cou, limitant ainsi l'angle d'attaque d'un prédateur. Certains paléontologues ont étudié la circulation du sang dans la collerette. Ils ont remarqué de nombreux petits trous et canaux pour les vaisseaux sanguins dans l'os. Cela voulait dire que la collerette pouvait servir aussi à la régulation de la chaleur du corps, en aidant à évacuer l'excès de chaleur produit pendant les efforts importants, comme les combats ou les longues marches sous le soleil du Crétacé. Chez les jeunes tricératops, la collerette commençait très petite et fine, puis s'épaississait rapidement en grandissant. La croissance de la collerette était un signe de santé et montrait que le jeune dinosaure recevait assez de nourriture et de soins. En observant les fossiles de différents âges, les chercheurs peuvent suivre chaque étape de l'évolution de la collerette, du plus jeune animal jusqu'aux vieux adultes. La collerette avait aussi une fonction de reconnaissance. Dans un vaste territoire avec beaucoup d'animaux, chaque tricératops pouvait reconnaître ses compagnons ou les membres de sa famille grâce à la forme particulière de leur collerette.
Les différences de taille, de courbure, de motifs ou de bosses sur la collerette servaient de signes distinctifs. C'était très utile lors des rassemblements de groupes, pendant les migrations ou quand plusieurs familles se retrouvaient près de la même rivière. Lors des rencontres avec des prédateurs, la collerette changeait aussi le comportement de l'ennemi. Les carnivores comprenaient vite que la présence de cette barrière solide rendait l'attaque plus difficile. Il était presque impossible de mordre le cou d'un adulte bien protégé par une collerette complète. Avec le groupe qui plaçait ces collerettes côte à côte, la défense devenait encore plus efficace et rassurait les jeunes et les membres les plus faibles de la famille. Des fossiles retrouvés ensemble montrent parfois plusieurs tricératops couchés dans la même position, les collerettes toutes alignées. Cela laisse penser que dans les moments de danger ou lorsqu'ils se reposaient, les animaux utilisaient leurs collerettes pour former une sorte de mur vivant, difficile à percer pour un prédateur ou toute menace venue de l'extérieur. Ce comportement de groupe a sûrement joué un grand rôle dans la survie de l'espèce pendant des millions d'années. Quand la saison chaude arrivait, la collerette aidait le tricératops à mieux supporter la chaleur. Par la circulation du sang dans ses os, l'animal pouvait évacuer plus facilement l'excès de température. Cela évitait les coups de chaleur lors des longues marches ou durant l'effort des combats. Les chercheurs pensent aussi que grâce à la grande surface de la collerette, le tricératops pouvait se positionner à l'ombre ou profiter des courants d'air pour se rafraîchir. Quand deux mâles se battaient, la rencontre commençait toujours de la même façon. Ils approchaient lentement, la tête basse, la collerette bien visible, puis ils s'arrêtaient avant de frapper l'un contre l'autre. Les cornes glissaient parfois le long de la collerette, provoquant de longs sillons ou frappant avec violence sur le bord de l'os. Le but était de pousser l'autre ou de lui faire perdre l'équilibre, sans forcément chercher à tuer. Après le combat, les cicatrices sur les collerettes restaient en souvenir de la bataille, signe de force ou même marque de respect pour ceux qui avaient survécu. La collerette n'était pas seulement utile en période de conflit ou de danger. Quand le tricératops mangeait dans les buissons ou les hautes fougères, sa collerette protégeait aussi sa tête des branches, des épines ou des chutes de tronc. Cela évitait les blessures accidentelles et permettait à l'animal de se déplacer sans trop de risques dans la végétation dense de la fin du Crétacé. La diversité des collerettes observées chez les tricératops pose encore beaucoup de questions aux scientifiques. Certains pensent que les formes particulières pouvaient évoluer très vite dans certaines familles pour répondre à une pression particulière, comme un type de prédateur spécifique ou un environnement plus dangereux. D'autres avancent que les collerettes étaient surtout des signes de maturité et de qualité pour attirer les meilleurs partenaires pendant la reproduction. Lorsque le tricératops dormait ou se reposait, il posait parfois le bas de sa tête et la collerette contre le sol ou sur des plantes. Cette position pouvait aussi servir à protéger sa gorge des attaques surprises pendant la nuit, car la collerette restait toujours en place et difficile à franchir pour un animal qui voudrait s'approcher sans bruit. En observant la manière dont la collerette s'articule avec le reste du crâne, on comprend mieux la force de cette structure. Les os sont soudés solidement entre eux, ce qui donne une grande rigidité à l'ensemble et permet d'encaisser des coups très violents sans casser d'un seul choc. Même endommagée, la collerette pouvait continuer de jouer son rôle grâce aux épaississements naturels formés pendant la guérison. Les scientifiques étudient aujourd'hui la collerette avec des outils avancés, comme des scanners qui montrent l'intérieur de l'os ou des moulages en plastique pour comprendre comment la lumière, la chaleur ou la pression pouvaient circuler sur cette surface. Grâce à ces recherches, ils découvrent chaque année de nouveaux détails sur la structure, la croissance et les fonctions de la collerette chez le tricératops. La collerette a laissé son empreinte dans l'imaginaire collectif. Dans les dessins, les musées ou les reconstitutions, elle est toujours mise en avant. Les enfants l'associent au nom tricératops et beaucoup de personnes reconnaissent l'animal à cause de cette caractéristique exceptionnelle. La collerette du tricératops, avec sa taille, sa forme et sa solidité, est un exemple parfait de la façon dont un animal peut s'adapter à un environnement plein de défis. Elle réunissait la défense, la communication, l'impression visuelle et le confort dans un seul élément. Elle faisait du tricératops un animal plus résistant,
plus impressionnant et plus difficile à attaquer que beaucoup d'autres herbivores de son époque. Grâce à cette structure unique, alliée à ses cornes puissantes et à la force de son corps, le Tricératops a su s'imposer parmi les dinosaures les plus célèbres et les plus fascinants de tout le Crétacé. La collerette, toujours présente dans les fossiles, rappelle aujourd'hui combien la nature peut inventer des solutions étonnantes et sophistiquées pour lutter contre les dangers de la vie préhistorique. La vie du Tricératops ne dépendait pas seulement de sa force ou de sa collerette imposante. Les liens entre les individus avaient aussi beaucoup d'importance dans leur survie quotidienne. En observant les fossiles retrouvés groupés, les scientifiques ont compris que le Tricératops pouvait vivre parfois en petits groupes. Cette manière de vivre ensemble répondait à des besoins essentiels, comme la défense contre les prédateurs, la protection des petits et le partage de la nourriture. Être plusieurs permettait de réagir plus vite aux dangers, de trouver plus facilement des plantes fraîches et d'apprendre les bons comportements à adopter. Quand un groupe de Tricératops traversait la forêt ou la plaine, l'organisation n'était pas laissée au hasard. Les adultes les plus forts se plaçaient souvent en périphérie, formant une barrière naturelle de cornes et de collerettes autour des membres les plus jeunes ou des animaux affaiblis. Ce cercle de défense offrait un abri sûr pour les petits, qui pouvaient ainsi manger, se reposer ou s'entraîner à utiliser leurs cornes à l'abri des attaques. Ce comportement est déduit des découvertes de fossiles trouvés côte à côte, parfois même alignés, comme s'ils étaient morts groupés en essayant de se défendre jusqu'au bout. Vivre en groupe voulait aussi dire partager la communication. Les Tricératops utilisaient sûrement des sons forts ou des gestes visibles pour donner l'alerte à leurs compagnons. Un adulte pouvait pousser un cri, taper du pied ou agiter sa tête pour prévenir du danger. Quand un membre du groupe repérait la présence d'un prédateur, tous se mettaient en garde très rapidement, chacun prenant la position de défense la plus efficace. Les cris jouaient aussi un rôle dans la vie quotidienne, pour appeler les petits qui s'éloignaient, pour signaler un point d'eau découvert ou pour calmer une dispute. La coopération était essentielle lors des déplacements. En avançant ensemble, le groupe limitait le risque que les plus jeunes se perdent ou soient attaqués. Les adultes ralentissaient souvent le rythme pour attendre les petits et les blessés. Lors des arrêts pour manger, certains surveillaient pendant que d'autres baissaient la tête pour arracher les plantes et les feuilles. Ce partage des tâches permettait au groupe de rester unis et de limiter la fatigue de chacun. Pendant la saison des pluies, les groupes pouvaient devenir plus grands car la nourriture était plus abondante et les familles se rejoignaient parfois près des rivières ou autour des marécages. Mais pendant les moments où la nourriture manquait, il arrivait que le groupe se sépare en plusieurs petits groupes afin de couvrir plus de territoire. Cette souplesse leur donnait de meilleures chances de trouver assez à manger sans trop épuiser la végétation d'un seul lieu. La protection des petits était au centre de l'organisation du groupe. Les jeunes Tricératops étaient fragiles durant les premières années. Ils n'avaient pas encore de cornes solides ni de collerettes épaisses pour se défendre seuls. Ils apprenaient chaque jour en observant les adultes, en répétant les gestes et en imitant la manière de marcher, de manger ou de se préparer à un combat. Lorsqu'un danger approchait, les petits couraient vers le centre du groupe, attirés par le cri des adultes ou la posture défensive des membres plus âgés. Ce système de protection était vital pour assurer la survie de la prochaine génération. Même chez les adultes, la vie en groupe apportait des avantages. En partageant la surveillance, chacun pouvait profiter de moments de repos ou manger plus longtemps sans craindre une attaque surprise. Certains Tricératops faisaient le guet, observant la forêt ou la plaine du haut d'une petite colline, pendant que les autres cherchaient des plantes à manger à portée de bec. Ce rôle tournait régulièrement, car rester vigilant demandait beaucoup d'énergie. Dans certains cas, des rivalités existaient à l'intérieur du groupe. Les mâles, surtout, pouvaient s'affronter parfois, cherchant à montrer leur force et à prouver qu'ils étaient capables de défendre la famille. Ces affrontements visaient surtout à établir une hiérarchie claire, qui était le chef du groupe ou qui aurait le droit de mener pendant une migration. Malgré ces disputes, l'esprit de groupe l'emportait toujours quand un danger extérieur survenait. Tous se rangeaient alors autour des petits et affrontaient ensemble l'ennemi.
Il existait aussi des comportements d'entraide qu'on peut deviner grâce à certains fossiles. Par exemple, des restes d'animaux affaiblis ou blessés ont été retrouvés près de membres adultes en bon état. Cela laisse penser que les plus âgés aidaient les plus vulnérables à survivre en restant près d'eux pendant les déplacements ou lors des arrêts pour boire et manger. Une telle solidarité augmentait les chances de survie de tout le groupe en diminuant les pertes causées par les maladies, la fatigue ou les attaques de prédateurs. Dans le groupe, l'apprentissage jouait un rôle très important. Les jeunes observaient attentivement les gestes des adultes, la façon d'utiliser les cornes, de repérer les plantes comestibles, de se méfier d'un bruit étrange ou de reconnaître l'odeur d'un prédateur. Les comportements étaient transmis de génération en génération. Parfois, les jeunes jouaient à simuler des affrontements, croisant leurs petites cornes, poussant de la tête, développant la force de leurs coups et la rapidité de leurs mouvements. Ces jeux étaient en fait un entraînement à la vie d'adulte quand il faudrait vraiment se battre pour survivre. Quand la nuit tombait ou qu'une tempête approchait, le groupe cherchait souvent un endroit sûr pour se reposer. Les adultes se plaçaient en cercle, collerette en avant, de façon à former une protection maximale pour tous les membres. À l'abri des troncs d'arbres ou dans une clairière dégagée, le groupe restait serré, le temps que le danger passe. Ainsi, aucun animal n'était isolé et chacun bénéficiait de la chaleur du groupe et de la surveillance de tous. Le langage corporel occupait une grande place dans les relations du groupe. Les mouvements de la tête, le balancement des cornes, la position de la queue, la manière de se coucher ou de marcher autour d'un autre tricératops étaient des moyens de communiquer. Les signaux visuels servaient à exprimer la fatigue, la faim, la peur ou la colère. Les frottements du museau, les coups de corne légers ou les petits bruits produits en claquant la langue étaient d'autres façons de se faire comprendre, surtout avec les plus jeunes. Dans le monde du tricératops, chaque saison, chaque jour apportait des changements. Les groupes devaient s'adapter en permanence, rechercher l'eau à la sécheresse, avancer plus vite lors des migrations, fuir devant les incendies naturels ou former des barrières serrées devant une menace. Cette vie en mouvement obligeait les membres à rester attentifs en tout temps, à maintenir une cohésion et à changer de stratégie selon les besoins de la journée. Parfois, des groupes entiers disparaissaient à cause de catastrophes naturelles comme des inondations, des tempêtes violentes ou des chutes de rochers. Les fossiles retrouvés ensemble dans la même strate de terre montrent que beaucoup de tricératops sont morts en même temps, probablement surpris par un événement brutal contre lequel ni la force ni l'organisation de groupe ne pouvaient lutter. Dans les moments plus paisibles, la vie de groupe permettait de mieux explorer les ressources du territoire. Plusieurs adultes pouvaient fouiller le sol pour trouver des tubercules difficiles à extraire, pendant que d'autres surveillaient les alentours. En partageant leur expérience, les membres se rappelaient les endroits où la nourriture était plus abondante ou où les dangers étaient plus rares. Cette mémoire collective était un atout, car elle évitait au groupe de retourner dans des lieux trop dangereux ou déjà épuisés. La migration en groupe était une étape essentielle de la vie du tricératops. Quand la nourriture commençait à manquer à un endroit, le groupe décidait de partir vers d'autres plaines, en suivant des sentiers connus depuis de longues années. Les adultes ouvrèrent la marche, dégageant les chemins et montrant la route aux jeunes. Les plus faibles ou les blessés étaient placés au centre, protégés par le reste du groupe. Les meneurs du groupe prenaient souvent les décisions importantes, quand partir, où s'arrêter, comment réagir à la pluie ou à la sécheresse. Ces meneurs étaient souvent des adultes expérimentés, ayant survécu à de nombreux hivers et connaissant bien le territoire. Les autres suivaient leurs gestes, leurs cris ou leurs postures dès qu'il fallait changer d'itinéraire ou accélérer la marche. La solidarité du groupe se retrouvait aussi lors des moments difficiles comme la mort d'un animal. Il arrivait que les membres restent regroupés autour du corps pendant un certain temps, refusant de quitter le lieu. Cette attitude, observée dans certains fossiles arrondis autour d'un individu, laissait penser à un attachement ou à un respect particulier pour le membre disparu. Après coup, le groupe reprenait la route, chacun prenant sa place pour continuer l'aventure. La coordination des déplacements et des arrêts était essentielle pour économiser de l'énergie et éviter de s'épuiser inutilement.
Les adultes géraient l'ordre d'arrivée sur les points d'eau, sélectionnaient les meilleurs endroits pour dormir et montraient les chemins à suivre pour éviter les zones dangereuses. Les plus jeunes apprenaient en marchant à côté des adultes, se familiarisant avec la géographie et les bons réflexes à adopter face à un changement de situation. Par la coopération, le partage de l'information et la protection collective, le Tricératops réussissait à vivre dans un environnement plein de menaces. Son mode de vie social, même s'il n'était pas toujours facile, l'aidait à affronter les sécheresses, les prédateurs ou les maladies. Cette façon d'agir en groupe distinguait le Tricératops de beaucoup d'autres dinosaures, lui donnant un avantage certain pour survivre dans son monde de la fin du Crétacé. Chaque génération transmettait aux suivantes la mémoire des dangers, des bons endroits et des habitudes utiles pour la survie. Ce long apprentissage, où chacun apprenait de tous, a été l'une des clés de la réussite du Tricératops pendant des millions d'années. Plus qu'un simple animal solitaire, il était l'exemple d'une vie collective organisée, où la force de l'individu se mêlait à celle du groupe pour former une protection solide devant les mystères et les dangers de la Terre ancienne. L'organisation sociale du Tricératops le protégeait, mais sa survie dépendait aussi de la force remarquable de son corps. Rien chez cet animal n'était laissé au hasard, chaque partie de son anatomie montrait une adaptation parfaite à son environnement et à ses besoins quotidiens. On remarque d'abord la masse imposante du Tricératops. Un adulte pouvait atteindre 9 mètres de long de la tête à la queue et peser presque 12 tonnes. Même les plus jeunes présentèrent déjà un corps robuste, court et compact, bien différent des dinosaures filiformes qui vivaient à la même époque. La silhouette du Tricératops était massive, large et basse. Son ventre descendait très près du sol, ce qui, avec son bassin large, lui donnait une stabilité exceptionnelle. Cette structure solide était soutenue par 4 pattes très épaisses, semblables à de véritables piliers d'os et de muscles. Les pattes avant étaient légèrement plus courtes que les pattes arrière, mais toutes étaient très puissantes pour supporter le poids immense de l'animal. Les os des membres étaient volumineux, épais et courts. Chaque pas du Tricératops soulevait la terre, enfonçait l'herbe et laissait des traces profondes dans la boue ou le sable. À l'extrémité de chaque patte, il y avait 3 sabots courts et arrondis. Ces sabots formaient une surface large, ce qui empêchait l'animal de s'enfoncer trop profondément dans les sols meubles des marécages, des plaines boueuses ou des rives de rivières. Les muscles qui entouraient les membres donnaient au Tricératops la capacité de se déplacer sur de longues distances, bien qu'il n'était pas très rapide. La force pure dominait dans cet organisme robuste. Il pouvait avancer sans relâche pour chercher de la nourriture, rejoindre un point d'eau lointain ou se placer en défense face à un ennemi. Son cou était parmi les zones les plus impressionnantes de son corps. Pour supporter la lourde tête et la collerette massive, le cou du Tricératops était très court mais extrêmement solide. À l'intérieur se trouvaient des vertèbres épaisses comme des blocs, reliées par des ligaments et des muscles puissants. Ce cou supportait non seulement le crâne, les cornes et la collerette, mais permettait aussi un mouvement rapide et précis pour attaquer ou se défendre. Sans cette force, le Tricératops n'aurait pas pu relever la tête, ni effectuer les mouvements dont il avait besoin pour affronter ses adversaires. Sa queue, bien que courte comparée à celle d'autres dinosaures, jouait un rôle dans l'équilibre général du corps. L'animal ne l'utilisait pas vraiment pour se défendre, mais elle servait à répartir le poids et à renforcer la stabilité du Tricératops pendant la marche ou lorsqu'il se plaçait en position de combat. Les muscles de la croupe, reliés à la base de la queue, contribuaient à la propulsion du corps, surtout lors de charges rapides ou de mouvements brusques. La peau du Tricératops était très épaisse et couverte d'écailles irrégulières. Des fossiles très bien conservés ont montré la texture de cette peau. Elle était granuleuse, dure, parfois formée de petits nodules osseux appelés ostéodermes. Cette armure naturelle protégeait l'animal contre les morsures peu profondes, les griffures ou les petits chocs quotidiens. Les couleurs de la peau ne sont pas connues avec certitude,
mais il est possible que le Tricératops ait arboré des tons bruns, gris, verts ou même des taches plus foncées pour mieux se camoufler dans la végétation dense. Le système digestif du Tricératops était aussi développé que le reste de son corps. Pour digérer la grande quantité de plantes ingérées chaque jour, il possédait un ventre énorme, rempli d'un long intestin et d'une panse volumineuse dans laquelle la fermentation des végétaux avait lieu. Les aliments durs, comme les fougères ou les branches, étaient broyés par des mâchoires puissantes, puis envoyés dans le système digestif où des bactéries les décomposaient lentement. Ce mode de digestion produisait beaucoup de gaz et de chaleur, en plus des excréments riches en fibres qui fertilaient le sol. À l'intérieur de la bouche, les dents du Tricératops étaient organisées selon un système unique. Il n'y avait pas une seule rangée, mais plusieurs batteries de dents en formation continue. Quand une dent était usée, une autre poussait juste derrière pour la remplacer. Ces dents pointues et crantées permettaient de couper, de trancher et de broyer même les végétaux les plus résistants. Le bec, vaste et robuste, arrachait les feuilles, cassait les tiges et dirigeait tout ce qui était comestible vers la mâchoire. Les narines du Tricératops, larges et bien ouvertes, jouaient un double rôle. Elles servaient à respirer, mais aussi à sentir les odeurs de l'environnement. Un mauvais parfum dans l'air avertissait d'un prédateur ou signalait la présence d'une carcasse ou d'un point d'eau. Les sens du Tricératops étaient adaptés à la vie au sol. Ses yeux, situés sur le côté de la tête, lui donnaient un large champ de vision pour surveiller à la fois devant, derrière et sur les côtés sans bouger la tête. Les oreilles, peu visibles, captaient les bruits faibles. Cela permettait d'entendre les déplacements lents des prédateurs, les cris des congénères et rendait possible une communication discrète à l'intérieur du groupe. L'ensemble du crâne était un centre de coordination sensorielle où la vision, l'ouïe et l'odorat permettaient de réagir rapidement à tout changement aux alentours. Le squelette du Tricératops était très dense. Les os des pattes supportaient des poids énormes et montraient une croissance rapide durant les 3 à 5 premières années jusqu'à l'âge adulte. Après une certaine taille atteinte, la structure des os devenait stable et résistante, capable de supporter la vie difficile sur terre ferme. Les articulations des épaules et des hanches étaient immenses et la cage thoracique très large permettait une grande capacité respiratoire. La respiration, chez le Tricératops, était adaptée aux efforts intenses. Les muscles du thorax étaient puissants et le cœur devait battre très fort pour envoyer le sang jusqu'à l'extrémité de la queue ou au sommet de la collerette. Les scientifiques pensent que le rythme cardiaque de l'animal ralentissait quand il se reposait, mais s'accélérait lors des combats ou pendant une fuite. Le cerveau, petit comparé à la taille du corps, gérait pourtant toutes ses fonctions parfaitement, du mouvement des pattes à la coordination des muscles du cou. La force du Tricératops était visible lorsqu'il devait affronter un ennemi ou faire face à une difficulté, mais elle servait aussi à ses activités de tous les jours, pour fouiller le sol, repousser des branches, traverser des marécages ou franchir de fortes pentes. Son corps était toujours prêt. Même les coups de tête lors des jeux ou des combats entre jeunes révélaient une énergie incroyable, absorbée par les muscles et par les os sans dommages durables. L'endurance du Tricératops venait aussi de sa capacité à stocker des réserves d'énergie. Quand la nourriture manquait ou que les conditions devenaient difficiles, il pouvait utiliser la graisse accumulée dans ses tissus. Cela lui permettait de survivre plusieurs jours en se nourrissant peu, le temps de trouver un nouvel endroit plus riche en végétation. La robustesse de son organisme lui donnait les moyens de passer à travers les périodes de sécheresse ou de grand froid qui pouvaient frapper à la fin du Crétacé. Le Tricératops était aussi capable de modifier sa température corporelle. En bougeant lentement à l'ombre ou en s'exposant au soleil, il pouvait réchauffer ou refroidir son corps. La collerette et la peau, très vascularisées, aidaient à évacuer ou à conserver la chaleur selon les besoins. C'était essentiel pour éviter les coups de chaleur après de gros efforts ou pour continuer à bouger lors des nuits plus froides. Les blessures faisaient souvent partie de la vie du Tricératops. Les cicatrices sur la peau, les bosses sur les os, les morceaux fracturés qui s'étaient ressoudés étaient autant de preuves de combat, d'accidents
ou de chute. Mais la capacité de guérison de l'animal était impressionnante. Grâce à une alimentation riche et un métabolisme efficace, il récupérait souvent de ses blessures, même graves, et pouvait continuer de vivre, de se déplacer et de prendre soin des siens. Même blessé, un adulte pouvait défendre le groupe. À chaque attaque, il appuyait sa tête contre le sol, montrait ses cornes et sa collerette, puis poussait de toute sa force pour repousser l'ennemi. Les muscles du cou, des épaules et des pattes travaillaient ensemble, propulsant la masse entière du dinosaure en une seule charge. Ce moment de force intense pouvait faire reculer un prédateur ou protéger les petits assez longtemps pour qu'ils se mettent à l'abri. La taille du Tricératops influençait aussi son comportement. Un très gros individu dominait souvent les groupes, choisissait les meilleurs emplacements pour dormir ou manger et menait la marche lors des longues migrations. Les plus petits suivaient, cherchant la protection et l'exemple des plus vieux qui montraient toujours par leur attitude où aller et comment réagir. Ce respect pour la force et l'expérience créait une hiérarchie naturelle dans le groupe. Grâce à sa puissance, sa résistance et son corps formé pour affronter tous les obstacles, le Tricératops a pu vivre de nombreuses années, transmettre son savoir et sa force à ses petits et participer activement à l'équilibre des écosystèmes de la fin du Crétacé. Son anatomie, fruit de millions d'années d'évolution, continue à fasciner les chercheurs, qui découvrent dans chaque fossile de nouveaux indices sur la vie quotidienne, la croissance et la survie de ce dinosaure exceptionnel. Chaque os, chaque muscle, chaque écaille du Tricératops portait l'histoire de son temps. En comprenant la structure et la puissance de cet animal, il devient évident que la nature avait doté le Tricératops de toutes les qualités nécessaires pour faire face à la vie rude, aux défis et aux changements du monde ancien. Rien n'était laissé au hasard, tout, dans son corps, était pensé pour survivre et défendre sa place sur la Terre. La puissance et la taille du Tricératops montraient que ce dinosaure n'était pas ordinaire. Mais il n'y avait pas que son gabarit qui le rendait si remarquable. Son esprit et ses stratégies pour survivre étaient tout aussi importants. Les scientifiques, en étudiant chaque fossile, en observant chaque cicatrice sur les os et en analysant la diversité de son anatomie, ont peu à peu compris que le Tricératops ne se limitait pas à manger des plantes en évitant les attaques. C'était un véritable survivant, un animal intelligent, prudent et capable d'adapter son comportement à chaque danger ou changement de son environnement. Le Tricératops savait sentir le vent, écouter les bruits de la forêt et reconnaître l'odeur de ses ennemis. Lorsqu'il détectait un risque, il savait organiser son groupe ou prendre la décision de changer de direction. Ses sens étaient attentifs aux moindres changements, le cri d'un oiseau, les pas d'un prédateur ou le bruit de la pluie sur les feuilles. Il ne fonçait jamais tête baissée vers le danger sans réfléchir. Cette prudence était sûrement un résultat de son expérience, de l'apprentissage transmis de génération en génération et des nombreuses situations difficiles qu'il avait rencontrées au cours de sa vie. Les adultes montraient l'exemple aux plus jeunes. Les jeux de combat, la façon de placer la tête ou d'avancer lentement dans les hautes herbes, tout cela était une école de la patience et du calcul dans chaque geste. Les jeunes apprenaient ainsi qu'il ne fallait pas gaspiller inutilement son énergie, mais toujours rester vigilant. Chaque fois qu'un parent repérait un danger, il arrêtait de manger, levait sa tête, balançait peut-être la queue ou soufflait fort. Les autres comprenaient tout de suite ce signal silencieux et se mettaient en position d'alerte. Il arrivait que les conditions changent très rapidement. Parfois, une saison sèche rendait la nourriture plus difficile à trouver. D'autres fois, une rivière débordait ou une tempête détruisait les plantes du territoire. Le Tricératops était capable d'adapter sa route, de parcourir plusieurs kilomètres dans la même journée pour chercher un nouvel endroit plus sûr. Il observait les indices de la nature et trouvait l'eau cachée, les plantes restées vertes après les orages, ou les coins abrités pour passer la nuit. La prudence n'empêchait pas le courage. Face à un ennemi, le Tricératops ne reculait pas facilement. Il évaluait d'abord la situation, combien de prédateurs, quelle taille, quels membres du groupe il fallait protéger en priorité. Ensuite,
ils décidaient soit de résister par la force, soit de reculer lentement pour éviter la confrontation directe. Mais même en retrait, le groupe restait compact, chaque membre se préparant à défendre les plus jeunes en cas d'attaque. Quand il était blessé ou fatigué, le Tricératops montrait aussi des gestes intelligents. Il pouvait choisir de rester plus longtemps à l'écart, chercher des plantes plus tendres à manger, ou se reposer à l'ombre pendant les heures les plus chaudes. Les adultes connaissaient les meilleurs abris, les petits bosquets qui offraient fraîcheur et sécurité. Les traces de repos retrouvées dans la terre, avec des os dispersés sur un sol très dur, montrent que le Tricératops connaissait bien son territoire. Dans le groupe, la solidarité était une autre preuve d'intelligence. Les adultes partageaient la surveillance, échangeaient leur place pour permettre à chacun de se reposer. Un animal blessé était gardé au centre, entouré des autres, pour éviter qu'un prédateur ne l'isole. La mémoire collective gardait en tête les chemins dangereux, les points où les attaques avaient déjà eu lieu, et les endroits sûrs déjà testés par le passé. Le Tricératops utilisait des signaux complexes pour communiquer. Un mouvement de tête, un coup dans la terre, un cri étouffé pouvaient suffire à lancer tout le groupe dans une nouvelle direction. Ces signaux étaient transmis sans bruit, parfois même dans l'obscurité, quand il fallait changer de cachette ou rejoindre une mare cachée dans la forêt. La coordination était rapide et fluide, montrant que chaque membre comprenait les signes de ses compagnons. Avec le temps, le Tricératops pouvait aussi devenir plus prudent. Les traces fossiles montrent que les adultes les plus âgés étaient moins souvent blessés que les jeunes adultes. Ce détail peut vouloir dire qu'avec l'expérience, ils prenaient moins de risques, savaient mieux où s'arrêter et évitaient plus souvent les situations dangereuses. Les vieux mâles, marqués par des dizaines de cicatrices, imposaient le respect par leur seule présence, mais savaient aussi éviter les combats inutiles. L'intelligence du Tricératops servait également à trouver la nourriture. Parfois, les aliments habituels venaient à manquer. L'animal savait alors chercher de nouveaux types de plantes, fouiller le sol, utiliser sa force pour arracher des racines cachées ou casser des branches plus hautes. Il observait quelle partie du territoire était encore riche en feuillage, même si celle-ci était cachée sous d'autres arbres ou difficiles d'accès. Les jeunes apprenaient ces tactiques en regardant les adultes, en essayant à leur tour, parfois avec difficulté, mais toujours avec la persévérance typique de l'espèce. La gestion de l'eau démontrait aussi la capacité d'adaptation du Tricératops. Pour survivre à la sécheresse, il pouvait se déplacer plus loin, suivre le lit asséché d'une rivière ou creuser légèrement le sol dans les marécages pour trouver de l'humidité. Les groupes conservaient la mémoire des points d'eau. Certaines générations revenaient toujours aux mêmes endroits, gardant en esprit les saisons favorables ou dangereuses. L'apprentissage se faisait par l'essai, l'erreur et l'observation. Quand un Tricératops tentait d'arracher une branche trop grosse et n'y arrivait pas, les autres membres du groupe pouvaient l'aider, ou alors l'ignorer jusqu'à ce qu'il trouve une meilleure technique. Cette réserve d'informations collectives augmentait les chances de survie. Plus il y avait de membres expérimentés dans le groupe, plus les jeunes apprenaient vite et moins ils prenaient de risques inutiles. La nature du Tricératops n'était jamais immobile ou fermée à la nouveauté. Quand de nouveaux prédateurs arrivaient sur le territoire, l'organisation du groupe pouvait évoluer. Les membres se rapprochaient de la nuit, se déplaçaient en ligne plus serrée ou adaptaient leur parcours pour éviter les endroits plus exposés. Les signes laissés dans la boue, traces de sabots, restes de plantes mâchées, crottes accumulées à certains endroits, servaient de repère à tout le groupe pour savoir où étaient repassés les membres précédents et ce qui s'était passé dans la région. Le Tricératops devait aussi gérer la fatigue et les maladies. Quand un membre faiblissait, il ralentissait la marche du groupe ou bien forçait les autres à changer de rythme. Dans certains cas, si la blessure ou la maladie était trop grave, le reste du groupe pouvait rester plus longtemps au même endroit pour permettre à l'individu de récupérer. Cette capacité à ajuster la marche du groupe à l'état de chacun montrait que chaque membre importait et contribuait à la survie collective. Les disputes à l'intérieur du groupe étaient toujours gérées par des signes visibles, menaces avec les cornes, postures de défi
ou même combats réglementés où chacun savait quand s'arrêter. Cela évitait que les membres ne se blessent gravement et garantissait le maintien d'une hiérarchie stable où les rôles de chef ou de veilleur tournaient selon les besoins. Même dans la mort, le Tricératops continuait à jouer un rôle dans la vie du groupe et de la nature. Les ossements abandonnés servaient parfois d'abri à d'autres petits animaux, de point de repère pour les futures migrations ou enrichissaient la terre en nutriments pour de nouvelles plantes. Chaque individu qui disparaissait laissait derrière lui des leçons, des souvenirs et un petit morceau de l'histoire du groupe. Les scientifiques continuent, aujourd'hui encore, à découvrir de nouveaux détails sur la façon dont le Tricératops pensait et agissait. L'étude de la position des fossiles, la comparaison des crânes, des dents, des traces de pas, tout cela permet de compléter le portrait d'un animal beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ce travail demande de la patience et beaucoup d'observation, car chaque détail compte. La largeur d'une dent, l'angle d'une blessure, la forme d'une empreinte dans la boue ancienne peut révéler un comportement passé important. L'image du Tricératops a changé depuis les premières découvertes. Ce n'est plus juste un grand herbivore lourd, calme et vulnérable. C'est un animal qui savait défendre les siens, chercher la meilleure stratégie, adapter ses gestes et son organisation à chaque défi du monde préhistorique. Sa vie était faite de lutte, d'apprentissage, de partage et de vigilance constante. Aujourd'hui, le Tricératops continue de fasciner. On expose ses ossements dans les musées, on le représente dans les livres, les films et les jeux. Cette fascination vient de la force qu'il dégage, de la beauté de ses cornes et de sa collerette, mais aussi de l'intelligence qu'il manifestait à chaque étape de sa vie. Cette alliance de puissance et de réflexion lui a permis de résister jusqu'au dernier temps du Crétacé avant que la Terre change définitivement. La science du Tricératops est vivante. Chaque année, de nouveaux fossiles sont découverts, apportant leur lot d'informations nouvelles. Les paléontologues imaginent de nouveaux scénarios, interprètent les cicatrices, reconstituent ses comportements. Grâce à eux, notre vision de la préhistoire devient plus précise. On comprend que même dans les mondes les plus anciens, la curiosité, l'intelligence et l'esprit de survie faisaient partie de la vie des grands animaux. L'histoire du Tricératops est un témoignage. Elle montre que dans un environnement difficile, la force ne suffit pas. Il faut aussi de la mémoire, de l'expérience, la capacité de transmettre des gestes, des signaux, des habitudes. Il faut l'union du groupe, la persévérance et la capacité d'apprendre de l'échec comme de la réussite. Ce dinosaure courageux continue à nous rappeler ses leçons, même des millions d'années après sa disparition. L'étude des squelettes, des dents cassées, des collerettes fracturées ou des pistes laissées sur le sol de l'Amérique du Nord nous dit toujours plus sur la vie, la peur, la solidarité et la sagesse acquises au fil des générations. Par sa présence fossile, le Tricératops garde vivante la mémoire d'une époque où la survie exigeait toute la force du corps et de l'esprit dans le grand théâtre du Crétacé finissant.